Bonsoir messieurs dames et joyeux Halloween. Nous nous retrouvons pour faire une rétrospective intégrale de la saga Halloween, du premier film de John Carpenter jusqu'à Halloween Kills, en passant par le remake de Rob Zombie et sa suite. 12 films à passer en revue, ça va être long, il y aura plein d'anecdotes. Donc je suis bien conscient que la qualité globale de ces films n'est pas très élevée, et vous allez peut-être me trouver un petit peu gentil, moins critique que d'habitude, avec certains films des années 80. Parce que pour moi, les slashers des années 80, on peut pas les mettre au même niveau, en tout cas pas être aussi durs que les films d'horreur de notre époque, pour plusieurs raisons. Avant, on tournait en pellicule, maintenant c'est en numérique, donc c'est beaucoup plus simple, infiniment plus simple de faire un film maintenant. Les effets spéciaux ont considérablement évolué, à l'époque c'était beaucoup de démerde, des effets en dur, des vrais petits tours de passe-passe, alors que maintenant on peut faire à peu près n'importe quoi. Et surtout à l'époque, il n'y avait pas le recul qu'on a maintenant. À l'époque, ils enchaînaient ces films, c'est surtout vrai pour la saga Vendredi 13, dont je vous avais fait une rétrospective l'année dernière, où ça sortait quasiment coup sur coup. Halloween, c'est un peu moins le cas, mais il y a quand même quelques épisodes sortis back-to-back, notamment le 4 et le 5. Mais en tout cas, il n'y avait pas de recul, il n'y avait pas Internet. Ces films ressemblaient à rien d'autre, en fait. Ils étaient faits vraiment dans l'urgence la plus totale. Parfois, ils tournaient au printemps pour sortir le film en octobre, un vrai délire. Et surtout, il y avait de l'inventivité dans les meurtres. Maintenant, t'as un mec comme David Gordon Green qui revient, qui dit bon, bah, excusez-moi, mais Halloween 2, Halloween 4 et compagnie, c'était de la merde, ça n'existe plus. Moi, je fais la vraie suite. Et tu te rends compte que dans ces films, il reprend énormément d'éléments de la saga. Il réinvente rien, et il y a tout le recul qu'il y a maintenant, donc c'est plus simple. Évidemment, oui, que le film est mieux fini, la photo est belle, etc. Mais il n'y a rien qui suinte l'urgence et la sincérité. C'est ça mon problème. Et je vais le défendre. Donc cette saga est très chère à mon cœur, mais voilà, encore une fois, j'ai conscience de sa médiocrité globale, mais je l'ai découvert dans certaines conditions. J'avais connu avec le Halloween 20 ans après, voilà, c'était ma première expérience avec la saga, et après, rapidement, j'ai vu le premier et d'autres. J'ai fini par acheter le coffret DVD. Il y a une époque, en fait, où il fallait que je loue les VHS dans un vidéoclub, et les films étaient très durs à trouver. Et d'ailleurs, je vais commencer là-dessus, je trouve que les films sont toujours durs à trouver. Je suis allé à la Fnac plusieurs fois, je suis allé dans plusieurs magasins, et globalement, Halloween, on les trouve pas partout, que ça soit les DVD, les Blu-ray, c'est un truc de fou, je sais pas ce qu'ils foutent les éditeurs. Le premier là, donc, je vous l'avais montré il y a pas longtemps, je l'ai trouvé il y a un mois, un truc comme ça à la Fnac. Bon, on trouve déjà plus cette édition, je sais pas comment ça se fait. Alors peut-être sur le site, hein, mon magasin il l'avait plus. Il y avait le 5 par contre. Alors le 5 c'est le seul que j'ai pas racheté là en Blu-ray parce que c'est... Je vais y revenir, mais c'est certainement un des plus mauvais. Le 6 ça a toujours été horriblement dur à trouver déjà à l'époque. Hein. Dans les vidéoclubs, en VHS, il était limite introuvable. J'avais miraculeusement réussi à le trouver et à le voir. Il n'y a aucun effort qui est fait, quoi. Les distributeurs, il n'y a aucun effort qui est fait. Puis pareil, quoi. Vous voyez, aux États-Unis, ils nous sortent des coffrets de dingue. Chez nous, on n'a jamais rien, que ce soit Vendredi 13, Halloween, Freddy, s'ils ont fait un effort. J'avais trouvé l'intégrale en Blu-ray l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais alors Vendredi 13, je crois que c'est parce qu'il y a plein d'éditeurs différents chez nous. Mais il n'y a toujours pas d'intégrale Blu-ray, alors qu'aux États-Unis ils en ont une qui est super. Halloween, pareil, ils ont une super édition intégrale Blu-ray. Chez nous, toujours rien. Par contre, on te sort les trucs un à un. Alors, certes, il y a des bonus, mais putain, tu te retrouves à payer le produit 40-50 balles par film, là où on devrait pouvoir avoir l'intégrale à 100 balles, vous voyez. Bref, ça m'énerve, fallait que je le dise en ouverture. Ces films, c'est dur de mettre la main dessus, donc franchement, si vous les trouvez sur Internet, vu qu'il n'y a pas un effort réel des distributeurs en France pour vous les fournir, moi j'ai envie de dire pourquoi pas. Petit coup de gueule passé, j'espère que le problème sera résolu tôt ou tard, parce que je trouve ça incroyable, quoi. Ces films, ça va, c'est quand même pas la saga la plus obscure du monde, c'est chiant. Par contre, j'en reparlerai peut-être, je redirai peut-être un mot dessus, mais vraiment... J'aime beaucoup les éditions Le Chat qui fume, j'ai découvert ça récemment grâce à un vendeur chez la boutique Metaluna à Paris, qui est une boutique très sympathique. Et donc j'ai eu vent de cette boîte, qui est une boîte indépendante qui fait des remasters, et je leur ai pris le 2 et le 3, magnifique. Bon, j'ai fait un petit coup de pub dans la vidéo Halloween Kills, là depuis je vais sur leur site et j'ai vu que le Halloween 2 malheureusement est déjà épuisé, donc j'espère qu'il sera restocké.
Bref, parenthèse close, on commence avec Halloween, premier du nom, le chef-d'œuvre de John Carpenter. Alors je sais plus si je l'avais mis dans mon top 50 des meilleurs films. Le truc, c'est que j'avais essayé de mettre de la variété, et mon Carpenter préféré, ça reste The Thing. Mais Halloween, c'est mon film d'horreur préféré. Alors quelqu'un m'a repris dans les commentaires, il m'a dit « Mais tu as dit que c'était The Thing, ton film d'horreur préféré. » Oui, mais The Thing, pour moi, c'est plus un film de science-fiction. Mais je comprends hein, qu'on puisse dire que c'est un film d'horreur. Si tu veux, pour moi, film d'horreur, c'est les slashers. C'est les petits films d'horreur pas chers qu'on trouvait dans les vidéoclubs à l'époque, dont les Halloween. Bref, c'est certainement mon film d'horreur slasher préféré. Et j'ai constaté que c'était le cas de beaucoup de réalisateurs, hein, à ma grande surprise, parce que moi, à l'époque où j'ai découvert Halloween, dans les années 2000, au tout début 2000 en fait, ou fin 99, je parle du premier, il n'y a pas beaucoup de gens dans les gens que je connaissais qui en avaient entendu parler, ou même qui l'avaient vu. Hein. J'avais un pote qui l'avait vu, avec qui on en parlait, et c'était pas si populaire que ça, dans ma génération. Je pense que ceux qui sont nés dans les années 70, c'était beaucoup plus populaire. Mais nous, c'était surtout Scream, qui était vraiment, vraiment connu. J'en reparlerai tout à l'heure, juste avant qu'on parle d'Halloween 20 ans après, je glisserai un mot sur Scream. Bref, et il se trouve que j'habite toujours dans un endroit qui ressemble beaucoup à Dunfield, et pour une certaine raison, c'est certainement même une somme de raisons, ce film m'a touché, m'a parlé, et c'est un film qui met en scène un tueur en série. Vous connaissez ma passion pour les tueurs en série, on a fait des rétrospectives, rétrospective Ted Bundy, Charles Manson. Et je crois que mon premier vrai contact avec les tueurs en série, finalement, c'était les films d'horreur, hein, les Chucky, les Vendredi 13, Freddy, Halloween. Et Michael Myers, c'est vraiment un personnage qui m'a particulièrement parlé, parce qu'il n'y a jamais aucun motif, jamais aucune explication qui est donnée. Vous voyez, dans Vendredi 13, Jason, c'est un enfant handicapé qui va se noyer, sa mère a la haine contre les moniteurs parce qu'elle trouve qu'ils n'ont pas fait leur boulot et que son fils aurait pu être sauvé. Il y a une explication qui est donnée à la rage de la mère, à la rage de Jason même, qui veut ensuite venger sa mère. Halloween, il n'y a pas vraiment de motif. Même pas du tout dans ce premier film. On ne sait pas pourquoi Michael Myers tue, pourquoi il est habité par cette force maléfique. On sait très peu de choses finalement du personnage. Mais j'ai envie de dire, avec beaucoup de recul, on en sait peut-être un peu trop. Si j'avais une seule critique à faire à ce film, la seule que je pourrais faire, c'est que j'aurais presque préféré, vous savez le plan séquence d'ouverture, j'aurais presque préféré que ça cut à la fin du plan séquence, juste avant que ça soit la révélation, comme quoi c'est un gamin de 6 ans qui ait tué sa grande sœur. J'aurais préféré qu'on voit pas ce plan-là, et j'aurais préféré qu'il n'y ait pas le plan à la fin où Michael est dévisagé, pour vraiment que tout le film, ça soit juste un mec avec un masque, et on sait même pas si c'est vraiment un être humain derrière le masque. Moi c'est ça qui m'a toujours fasciné. Alors évidemment, l'ambiance est complètement incroyable. Le score de John Carpenter est magnifique. C'est pas un des plus grands scores de l'histoire du cinéma. Attention, on n'est pas au niveau d'un Ennio Morricone sur Il était une fois dans l'Ouest, on n'est pas au niveau d'un Vangelis sur Blade Runner, mais c'est peut-être un des thèmes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Et sa simplicité n'enlève rien à son génie. En fait, ce qui est vraiment génial, les mélodies, tu les prends à part, tu les écoutes à part. Elles font flipper, elles sont géniales. Mais là où elles sont incroyable, c'est au sein du film, c'est leur efficacité, à quel point il y a une synergie entre les apparitions de Michael Myers et l'utilisation du score de Carpenter. Et ce qui est intéressant, c'est que Carpenter, quand il avait fini le film, il l'avait présenté à un des producteurs, et il n'y avait pas de musique. Et le producteur avait dit, mais attends, le film fait pas peur, il se passe rien, et ensuite il avait ajouté la musique. Et c'est là où le film prend toute sa dimension. Vous enlevez le score sur Halloween, c'est comme pour Blade Runner, vous enlevez 50% de l'intérêt du film. Et c'est pas que la mélodie, c'est le travail sur le sound design, c'est à quel point les sons accompagnent la démarche de Michael Myers. Des fois, il bondit, il surgit dans l'écran, et il y a un son strident qui l'accompagne. Et ça ajoute vraiment à l'angoisse, ça donne de l'épaisseur au personnage. C'est ce qui fonctionne à 1 milliard de %. Je vais faire une toute petite parenthèse sur cette édition Blu-ray. J'ai regardé tous les bonus, et il y en a un avec Pascal Logier, que j'aime bien parce que j'ai beaucoup aimé Ghostland, qui n'est pas non plus un grand film, mais il est sympathique, et moi quand c'est un Français qui fait un film de genre, ça me fait plaisir. Mais quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu le générique de fin de ce bonus. Je me suis dit, mais attends, ce générique de fin, là, ça me rappelle un truc, et je relance notre rétrospective Charles Manson, et le générique, en fait, c'est du copier-coller.
Et donc le motion designer qu'ils ont pris, les éditeurs français, pour ce bonus, clairement, la personne qui a fait ça a vu la rétro Charles Manson. Et là où j'en suis sûr à 100%, c'est que j'ai regardé quand était sorti ce Blu-ray Collector là. Il est sorti en octobre 2019. Et nous, on a sorti la rétrospective Manson en août 2019. Je me suis dit, c'est incroyable. Il a vraiment repris tous les trucs qu'a fait Benoît. Et j'ai demandé à Benoît, tu t'étais inspiré d'un autre mec pour faire ce générique? Il m'a dit non. Bref. J'aurais bien aimé qu'on touche du pognon, ou demander à Benoît, il aurait fait encore mieux. Mais bref, en tout cas, l'édition est quand même super. Non, après, qu'est-ce que je peux vous rajouter sur Halloween? Vous savez, c'est dur de parler d'un film qu'on aime tellement. Je suis hyper fan de ce film, je l'ai vu un nombre incalculable de fois. Je sais pas combien de fois je l'ai vu. 40, 50, peut-être 100, j'en sais rien. Peut-être 100 fois, ouais. C'est l'ambiance, c'est tout ce qui manque au film des 10 dernières années. Il y a une ambiance qu'on retrouve pas dans d'autres films. J'aime beaucoup le setting dans cette ville d'Haddonfield. Donc ça a été tourné à Pasadena, apparemment aux États-Unis. Il y a vraiment un charme, une magie, et même la production de l'époque, les acteurs de l'époque, disent qu'il y avait une magie qui se dégageait lors du tournage, et ça c'est un truc extrêmement rare. Et une ambiance. En termes de réalisation, je trouve que le film est assez simple. Bon, ils utilisent la Panaglide, donc c'est l'ancêtre de la Steadicam, et on voit qu'ils maîtrisaient pas cette caméra, parce qu'il y a vraiment des plans qui font amateur, on voit que ça bouge un peu, pourtant ils ont une Steadicam. Bon, maintenant c'est beaucoup plus simple, parce qu'on a des Steadicam, des caméras qui pèsent beaucoup moins lourd, on fait ça en numérique, on peut retourner 1 milliard de fois le plan, c'est beaucoup plus simple. J'aime beaucoup les plans du premier Halloween, je trouve qu'en fait, subjectivement, tout est parfait, pour moi tout s'imbrique parfaitement, mais objectivement, il y a des plans, tu te dis, ils maîtrisent pas vraiment les mecs. Mais on s'en fout, parce que l'ambiance est là, avec ce score, ça fonctionne à merveille. Jamie Lee Curtis, je la trouve magnifique dans ce film. Alors ce que j'ai appris récemment dans un petit documentaire là, qui est paru sur Netflix, dans The Movies That Made Us, j'aime pas du tout le format, je trouve ça beaucoup trop comique, mais il y a 2-3 anecdotes intéressantes sur Halloween. Apparemment, ils ont pris Jamie Lee Curtis pour une seule raison, c'est que c'était la fille de Janet Leigh, qui était l'héroïne du film de Psychose d'Alfred Hitchcock. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est même pas parce que l'actrice leur a vraiment parlé, c'est juste parce qu'il y avait un lien de filiation avec l'actrice de Psychose, et ils se sont dit, du coup, il y aura une légitimité à notre film, parce qu'on aurait eu la fille de Janet Leigh. Donc c'est marrant. Alors, évidemment, du coup, il faut parler du lien de parenté avec Psychose, parce que si Vendredi 13 est le fils illégitime d'Halloween, Halloween, c'est clairement un descendant de Psychose d'Alfred Hitchcock. Il y a plusieurs éléments qui sont empruntés de ce chef-d'œuvre également, notamment le plan séquence d'ouverture avec Michael qui va tuer sa sœur Judith, la façon dont il assène les coups de couteau avec cette économie des moyens sur le sang. Il n'y a quasiment pas de sang dans le premier Halloween, je vais y revenir. C'est exactement comme quand Norman Bates va poignarder Janet Leigh dans la douche. Il y a des plans sur le tueur et des gros plans sur la nana. Et on voit quasiment pas de sang. Je crois que le seul sang qu'on voit, c'est dans la douche. Et c'est un peu pareil dans Halloween. Donc clairement une forte inspiration de ce film. Et c'est ça que je trouve qui fonctionne parfaitement dans ce premier Halloween, et qui malheureusement a été complètement délaissé dans les suites, et même à l'heure actuelle, pire que jamais. Quand vous regardez Halloween Kills, c'est une boucherie. Le premier Halloween, il n'y a quasiment pas de sang. Toute l'horreur, toute l'angoisse tient sur les apparitions de Michael Myers, la façon dont il est éclairé, la façon dont il bouge, ça aussi je vais y revenir. Il y a très très peu de sang. Et ce qui est dommage, c'est qu'avec les suites, ils en ont rajouté, parce que on entrait dans une nouvelle décennie, où là, Vendredi 13, plein de producteurs se sont dit, ils ont vu Halloween, se sont dit, on va se faire des couilles en or, regardez Halloween, ça a l'air tellement simple à faire, parce que le premier Halloween n'a pas coûté cher, ça a coûté 300 000 $, enfin, entre 300 000 et 325 000, donc une misère, pour finalement rapporter des dizaines de millions. Donc évidemment, tout le monde s'est dit, on va faire pareil, dont la saga Vendredi 13. Et Vendredi 13, vous le savez, il y avait les magnifiques effets spéciaux en dur de Tom Savini, des effets très gore, et du coup, pour se mettre à jour, les producteurs d'Halloween se sont dit, bon bah nous aussi, il faut qu'on fasse des trucs de gore. Mais c'est dommage, parce qu'on a perdu la pure horreur du premier film. Et donc ça passe aussi par la façon de bouger du personnage, et ça c'est pareil, c'est que dans le premier film. Ils avaient pris un acteur qui s'appelait Nick Castle, pour camper Michael Myers. Alors en vérité, il y a plusieurs personnages, il y a plusieurs acteurs qui sont sous le masque de Michael Myers dans le premier film. Je crois qu'en tout, il y en a au moins 5. Même John Carpenter était sous le masque, de même que Tommy Lee Wallace, qui est celui qui a créé le masque emblématique. Donc ils ont pris un masque de Captain Kirk dans Star Trek, qui était interprété par William Shatner.
C'était un masque apparemment qui était facile à trouver à l'époque. Il l'avait repeint en blanc avec les cheveux en marron. Et ça fonctionne à mort, hein, la façon dont ça a été customisé. Ils avaient un peu agrandi les yeux. Donc c'était Tommy Lee Wallace, voilà, qui avait créé ce masque, et lui aussi a été sous le masque, mais l'acteur principal sous le masque, c'est Nick Castle. Et il a une démarche dans le film, une façon de bouger, qui est pas rapide, et qui est pas tellement lente non plus. Et pour moi, l'immense connerie qu'ils ont fait après, c'est qu'ils ont jamais recréé cette démarche, cette façon de bouger, très spécifique à cet acteur, et qui faisait tout le personnage. Quand on te montre un personnage dans un film fondateur, après il faut reprendre vraiment le personnage, quoi. Tu peux pas vaguement l'imiter, faut le reprendre à fond. Et malheureusement, jamais, jusqu'à, je vais être honnête, hein, jusqu'à Halloween 2018 et Halloween Kills, jamais ils ont réussi à retrouver l'essence qu'on avait du personnage dans ce premier film. De par la démarche, le masque évidemment, ils ont jamais réussi à recréer ce masque. Exactement à l'identique. Même maintenant, hein, des customisateurs essayent. Il y a même une boîte qui s'appelle Trick or Treat Studio qui fait des masques, des bons masques, hein, mais c'est pas le masque du premier film. Il y avait un truc très spécifique et c'est aussi la façon dont il tombait sur le visage de Nick Castle qui était emblématique. Ça lui donne un certain look et ils ont jamais réussi à le refaire. Du coup, le personnage pour moi de Michael Myers, en vérité, après le premier film, on l'a jamais revu tel qu'il est dans ce premier film. Et ça, c'est un gros problème. Parce que c'est ce qui fait une grande partie de ce premier film. Donc je vous ai parlé de Jamie Lee Curtis, que je trouve très touchante dans le film, très très bien casté. Donald Pleasance, qui est exceptionnel. Bon, ce qui est quand même marrant à noter, c'est que le mec apparemment était quasiment tout le temps bourré sur le tournage. Et notamment, vous savez, en introduction, là, la scène d'intro, où il est avec une infirmière dans la bagnole, apparemment il avait vidé 2 litres de pinard dans sa loge. C'est pour ça, en fait, parce que là j'ai le Blu-ray, et quand vous regardez le Blu-ray, Donald Pleasance, vous voyez que les yeux, les pupilles sont dilatées, quoi. Le mec, il est complètement alcoolisé. Donc c'est marrant, mais John Carpenter a quand même réussi à bien le cadrer, et il nous a livré une performance exceptionnelle. J'ai peur d'oublier des choses, il y a tellement de choses à dire sur ce premier film. C'est l'économie des moyens, en fait, c'est très minimaliste à tous les niveaux. La réalisation, qui peut paraître simple, mais qui est ultra efficace. Le score, mais c'est l'utilisation, le sound design qui sont magnifiques. Le coup de génie du design du masque de Michael Myers, voilà, avoir pris ce visage de William Shatner en masque et l'avoir customisé de cette façon pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il n'y a aucune expression de visage en fait sur ce masque. Le masque est extrêmement inquiétant, il est marqué, le bleu de travail, enfin, pour moi le costume est parfait. C'est ultra iconique, c'est le tueur en série le plus iconique de l'histoire du cinéma à mes yeux, mais de très très loin. Mais plus que Jason, plus que Freddy, c'est le plus iconique, mais dans ce premier film, que dans ce premier film malheureusement. Jamie Lee Curtis, elle a un truc, Jamie Lee Curtis, de tellement innocent, et ce qui est ironique, parce que moi quand j'ai vu le film, quand j'étais ado, moi elle me faisait rêver Jamie Lee Curtis. Je crois que le film dans lequel je le préfère, c'est Perfect, avec John Travolta, où là elle est vraiment magnifique. Mais elle m'a toujours touché cette actrice, et j'ai appris bien plus tard qu'en vérité c'était quelqu'un de très extraverti dans la vie, pas du tout innocent et léger comme on me le présente dans le premier Halloween, mais quelqu'un de très extraverti. Ça m'a un petit peu déçu, ça a un peu cassé le truc, je trouve ça dommage, je trouve ça tellement beau, une femme encore innocente, encore fragile, et c'est parfaitement, en tout cas elle joue parfaitement son rôle dans le premier film. Je trouve que c'est vraiment très beau, c'est un magnifique antagonisme entre Laurie Strode et Michael Myers, c'est vraiment La Belle et la Bête, avec Van Helsing, Sam Loomis qui va arriver pour sauver la situation. Bref, et après ce que j'aime bien aussi, c'est voilà, l'atmosphère. C'est tout ce qu'on n'a jamais été capable de faire en France, vous voyez. Dans les années 70-80, on faisait des comédies, on n'a jamais été foutu de faire un film de genre, mais même maintenant, vous voyez, maintenant on a le recul, et avec tout le respect que je porte à certains réalisateurs comme Pascal Laugier, personne n'arrive à la cheville de ce premier Halloween, personne n'arrive à créer un film aussi fort, à créer des personnages aussi iconiques, arriver avec une BO aussi exceptionnelle, marquante, en adéquation totale avec les images. Personne n'arrive à refaire ça, mais même le setting en fait, même le setting. Mais Ghostland, il y a un truc quand même, il y a un truc. Et j'étais vraiment content de voir que Pascal Laugier, c'était une de ses influences. Je rajouterai certainement des choses sur ce premier Halloween en conclusion les gars, mais on va passer à la suite, Halloween 2 de Rick Rosenthal. Alors Halloween 2, donc voilà, là je suis très content, j'ai l'édition Le Chat qui fume, alors apparemment en rupture de stock.
Je pense que vous pouvez peut-être la trouver en occasion sur internet. J'espère qu'ils vont la rééditer, parce que ce qui me trouve le cul, j'ai payé ce Blu-ray 4K du premier film à 40 balles. Bon, c'est cher certes, mais il y a la version longue du film, qui est une curiosité. J'ai oublié de vous le dire, c'est une curiosité, mais c'est pas indispensable. Je préfère le cut cinéma. Disons que la version longue rajoute notamment une scène avec Sam Loomis et Michael Myers à l'hôpital psychiatrique qui est intéressante pour les fans, mais le gros problème, c'est que ces connards n'ont pas remasterisé les scènes rajoutées. Du coup, on a rendu complètement bâtard, où t'as une image qui est très propre la plupart du temps, et les scènes rajoutées sont hyper floues, donc c'est immonde. Mais bon, voilà, on a la version longue du film, la version cinéma retravaillée, remasterisée, plein de bonus dans tous les sens, mais là, je crois que j'ai payé ça 12 balles chez Metaluna. J'ai rarement vu un remaster aussi beau en Blu-ray. Le remaster de ce film explose le remaster du premier Halloween. Alors c'est peut-être que la pellicule était plus facile à retravailler, j'en sais peut-être que le rush était plus facile à remasteriser. Je sais pas, parce que même le 3, je vous en reparlerai, encore du chat qui fume, pareil, l'image est superbe. Donc bravo à cette boîte, qui est une structure indépendante, moi je vais suivre tout ce qu'ils font. Donc Halloween 2 de Rick Rosenthal, écoutez, je l'ai revu, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas revu. Il est bon. Je dirais pas qu'il est exceptionnel. Clairement, on est largement en dessous du premier film. On est passé d'un chef-d'œuvre à un bon film. Mais attention, hein, pour moi, ce Halloween 2, il atomise les derniers Halloween qu'on a eu. Je parle du 2018 et Halloween Kills. Mais je peux m'empêcher de penser en le revoyant là comme ça. Il y a un problème de rythme. Le rythme du film est beaucoup trop lent. Puis là où ils se sont complètement plantés pour moi, c'est Dick Warlock. Donc Michael Myers, je vous l'ai dit, dans le premier film, était campé essentiellement par Nick Castle, mais d'autres acteurs également. Alors dans le 2, ils ont pris un mec qui s'appelle Dick Warlock, qui est également cascadeur, qui fait également des cascades dans Halloween 3, j'en reparlerai. Alors ce qui va pas du tout, ils ont repris le masque du premier film. Ils avaient encore le premier masque. Malheureusement, de ce que j'ai compris, le masque avait traîné dans la poche d'un des acteurs, du coup... il y avait de la glu qui s'était étalée sur le masque. En plus, je crois que Debra Hill, elle avait gardé le masque à un moment, elle fumait comme un pompier, du coup ça avait fait jaunir le masque. Mais c'est surtout la façon dont le masque tombe sur le visage de Dick Warlock, ça n'a plus rien à voir. En fait, on dirait que c'est un autre masque, parce que ça lui donne un aspect beaucoup plus rond. Et même la démarche de l'acteur, il a rien compris. Enfin, j'ai l'impression qu'il a quasiment pas vu le premier film. Il est extrêmement lent. Il n'a plus rien à voir avec la démarche du personnage dans le premier film. Et même le bleu de travail, il y a un truc qui est incompréhensible. Parce qu'autant je peux accepter un truc dans les suites, les autres, les 4, 5, 6, etc. Je peux comprendre que les bleus de travail, le masque et tout est changé. Encore que entre le 4 et le 5, c'est incompréhensible aussi. Mais alors là, le 2 se passe la même nuit que le premier film. C'est la même nuit d'Halloween. Et Michael Myers, non seulement on voit qu'il y a un problème, il n'a plus la même gueule, mais le bleu de travail a changé. À ce niveau-là, ça a changé, et même la couleur du bleu de travail a changé. Dans le premier, on est sur... bon, à l'écran, ça rend bleu, mais les experts verront qu'en fait, c'est un gris qui tire un peu sur le vert. Et dans le 2, il est complètement vert, limite vert sapin, et même le t-shirt qu'il porte en dessous est vert. Donc ça n'a plus aucun sens, je comprends pas ce qu'ils ont foutu avec la continuité. Mais donc ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, John Carpenter, bon, il était sur The Fog, et il voulait pas faire une suite à Halloween. Mais globalement, dans sa carrière, il n'a pas voulu vraiment faire de suite. Exception faite de Escape from Los Angeles, qui était sorti, je sais plus, en 96 ou 97, qui faisait suite à Escape from New York. Malheureusement, il n'a pas voulu faire la suite de Halloween, donc il était occupé par The Fog, puis après il était occupé par The Thing. Et il a demandé à Tommy Lee Wallace, donc, qui avait créé le masque sur le premier film, de prendre les rênes de réalisateur. Et il avait accepté sur le coup. Et finalement, il a reçu le script et s'est dit non, c'est pas bon et je m'éloigne du projet. Du coup, la réalisation a été refilée à Rick Rosenthal, qui s'en est plutôt pas mal sorti. Je trouve que le film, globalement, la réalisation est de bonne facture. Il y a des scènes qui ont été retournées par John Carpenter, qui ajoutent quelque chose. Il y a notamment une scène où Michael bondit, là encore une fois, avec une utilisation de la musique similaire au premier opus, et on voit que c'est du pur John Carpenter. Donc il y a quand même une petite touche John Carpenter, mais on voit que c'est plus non plus exactement la même chose, c'est moins maîtrisé. Le score est en dessous du premier, je trouve.
Parce que John Carpenter est crédité, mais de ce que j'ai compris, c'est quand même Alan Howard, qui était le compagnon de John Carpenter. Enfin, je parle pas compagnon amoureux, hein, mais le compagnon musical de John Carpenter à l'époque, qui a fait l'essentiel du score. Parce que John Carpenter, là je vous le dis, il était très occupé par d'autres projets, The Fog notamment. Et donc Alan Howard, c'est le compositeur qu'on va avoir de Halloween 2 jusqu'à Halloween 6, qui a pas fait un trop mauvais boulot sur le 2. Il a rajouté un aspect gothique, un peu plus chiadé, mais ce qui me dérange, c'est qu'il a rajouté un tempo à la musique, et on perd la pureté du score de Carpenter, le score d'origine. Et surtout, je trouve qu'il n'a pas amené de nouveaux thèmes marquants, quoi. Il se repose beaucoup trop sur le score de Carpenter, sans amener vraiment sa propre touche. Sa touche, il l'emmène au niveau sonore, mais en dehors du thème principal, du thème du générique, qui est bien orchestré, je trouve. En dehors de ça, je suis pas fan de sa orchestration, de ses arrangements. Je trouve pas que ça soit d'un goût exceptionnel. Voilà, le rythme du film est beaucoup moins maîtrisé que dans le premier film. L'essentiel de l'intrigue se passe dans un hôpital. Et c'est peut-être ça aussi le problème, c'est qu'on a moins le sentiment... Il y a moins d'ambiance dans cet hôpital, quoi. C'est très froid. Bon, il y a plus de morts, et surtout, voilà, c'est... L'arrivée du gore dans la série, donc Vendredi 13 était passé par là, juste avant. On a changé de décennie parce que le premier Halloween était sorti en 78, cette suite sort en 81, et pour rester relevant, pour rester à la mode, ils se disent il faut mettre du gore, il faut mettre des éléments graphiques, et je trouve qu'on perd vraiment quelque chose. Je déteste le plan sur la seringue, le gros plan sur la seringue qui va dans l'œil, là je trouve immonde. Je n'aime pas non plus la mort dans le jacuzzi. Je trouve que c'est très mauvais goût. C'est une nana qui se fait mettre la tête sous l'eau plusieurs fois et l'eau est bouillante. Fun fact, en fait l'eau n'était pas du tout bouillante sur le tournage, elle était gelée. Parce qu'il devait tourner une scène de sexe et en fait l'eau était gelée. L'autre anecdote qui est marrante, c'est que l'hôpital dans lequel ils ont tourné, c'est un hôpital désaffecté à Pasadena. Et il y avait un couloir aérien au-dessus de l'hôpital, et apparemment c'était horrible parce qu'ils avaient mis un mec en haut de l'hôpital avec un talkie-walkie pour dire à l'équipe quand est-ce qu'ils pouvaient tourner, tellement il y a d'avions qui passaient. Vous imaginez l'enfer pour tourner? Bref, mais ouais, je trouve que Rick Rosenthal s'en est bien sorti, globalement. Le film est digne, il respecte quand même globalement l'ambiance du premier film. Moi, il y a une époque où je l'ai regardé back-to-back, et quand j'étais jeune, je voyais pas tellement la différence. Au tout début, hein. Je me disais, ah ça va, c'est une bonne suite, c'est... Je suis désolé, la caméra a coupé. Donc je crois que j'étais en train de vous dire que pour moi, à l'époque, Halloween 1 et 2, je les regardais back-to-back, je faisais pas de différence. Avec le temps, malheureusement, ça a changé. Ce deuxième film n'a pas la magie du premier. Pourtant, il est respectueux, on sent qu'Alan Howard vraiment essaie de coller au sound design de Carpenter, il y a des efforts, c'est plutôt pas mal. Rick Rosenthal fait son boulot, John Carpenter l'a aidé. Le script est pas trop mal. Bon, après il y a le twist, comme quoi Laurie Strode s'avère être la sœur de Michael Myers, parce qu'on est post-Empire contre-attaque. Il y a certainement une influence, mais même ça, je trouve que ça colle plutôt pas mal. Ça explique pourquoi Michael s'acharne autant à la retrouver. Pourquoi pas. Donald Pleasence livre une super performance. Non, mais je pense que le problème, c'est qu'on passe trop de temps dans l'hôpital. On passe beaucoup trop de temps dans ce putain d'hôpital. Il n'y a pas assez de variété dans les décors, il y a un manque d'ambiance. C'est dur exactement à pointer des fois qu'est-ce qui coince dans un film. Qu'est-ce qui marche pas. C'est dur à expliquer, hein, parce que vraiment, l'AREA est bien, le score est bien, il y a une ambiance quand même, mine de rien. C'est pas celle du premier film, mais ça va. Non, je crois qu'un des gros problèmes, c'est aussi Dick Warlock, quoi. Dick Warlock, alors je crois que Nick Castle n'était pas disponible, mais ils auraient dû essayer de trouver quelqu'un qui avait à peu près la morphologie de Nick Castle. Parce que vu qu'ils avaient le match du premier film, ça aurait pu tomber sur son visage de la même façon, il fallait qu'il reprenne la même démarche que dans le premier film. Puis le bleu de travail, arrêtez de déconner, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce changement? Bref, ça reste un film bien, très digne, beaucoup plus que d'autres films de la saga, vous allez voir, on va en parler. Et je vous conseille encore une fois de vous choper le Blu-ray, parce que vraiment le travail de remaster chaque issue est exceptionnel, vraiment. Je sais pas si les Américains ont un aussi beau remaster que nous. Très très bon boulot. Bref, maintenant on va passer à Halloween 3, Season of the Witch. Le sang du sorcier, je sais pas pourquoi ça a été traduit comme ça chez nous. Alors là, c'est mon DVD de l'époque. Alors ça me fait marrer parce qu'on avait fait une rétrospective avec Sid il y a 2 ans.
Bon, le son était catastrophique et j'avais pas revu les films. Mais il m'avait sorti un truc comme quoi il y avait une publicité mensongère sur son DVD, et sur le mien, il y a un truc qui me fait marrer, c'est qu'il y a marqué « Michael Myers ne tuera plus, il est guéri ». Enfin presque. Et ils mettent une image de Michael Myers à l'arrière du DVD. Donc ça, c'est quand même chaud, hein. Publicité à moitié mensongère. Bon, c'est moins pire qu'avoir Michael Myers sur le devant de la jaquette en mode « il revient ». Apparemment, il y a des gens qui ont eu cette édition-là. Bref, là encore... J'ai chopé une édition Le Chat qui fume, encore un boulot de remaster exceptionnel. Franchement, les mecs, chapeau, vous me bluffez. Puis j'aime bien le choix de la jaquette. Alors, Halloween 3, c'est un stand-alone. Il n'a rien à voir avec la saga Halloween. Je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, mais pour ceux qui ne savent pas, si vous avez comme projet de faire un marathon Halloween, vous pouvez totalement vous passer du 3. Je vous conseille vraiment très fortement, même de ne jamais regarder ce film. Vous savez, je m'étais dit que j'étais trop dur avec ce film. Je m'étais dit, je vais lui redonner une chance un jour. Et cette chance, je lui ai donnée, avec ce Blu-ray. Et mon Dieu que le film est mauvais. Et je sais pas, je crois que si le film n'appartenait pas à la saga Halloween, je crois que je serais encore plus dur avec. Tellement je le trouve de mauvais goût, mais terriblement mauvais. Terriblement mauvais. Pour moi, c'est une bouse, c'est... Et déjà à l'époque, je me disais, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Et là, je l'ai revu. Le mec qui a écrit ça, il a un pet au casque. Alors, de ce que j'ai compris, le script d'origine a été écrit par plusieurs personnes, dont Nigel Neal, qui a écrit l'essentiel du script. Mais John Carpenter et Tommy Lee Wallace sont revenus sur ce script. Et ça n'a pas plu à Nigel Neal, du coup, il n'a pas voulu être crédité au générique. Et ni John Carpenter, d'ailleurs, du coup, je crois que le seul qui est crédité au générique en tant que scénariste, c'est Tommy Lee Wallace, alors qu'ils sont 3 à avoir participé au script. Mais non, ce que je trouve extrêmement malaisant, je vais le dire direct, c'est de faire mourir des gosses. C'est faire mourir des enfants, pour moi, ça casse le contrat. Moi, ce que j'ai envie de voir dans un film d'horreur, c'est éventuellement des adolescents, adultes, qui se font trucider par un tueur en série, d'accord. Mais dès lors qu'on touche aux enfants, j'ai un problème. J'ai eu le même problème avec un film de Lars von Trier récemment, c'était The House That Jack Built. Je sais pas, moi ça me sort du truc. Je trouve ça... Faut pas montrer ça. Ça n'apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Et là, ça n'apporte absolument rien. Et ce que je trouve d'autant plus de mauvais goût, c'est un des gosses du film, en gros, il met un masque, et il regarde une publicité à la télévision, et son masque va commencer à fondre, et il y a des serpents et des insectes qui vont lui sortir du crâne, et tu comprends qu'il est mort, quoi. Horrible, horrible, bref. Donc l'histoire derrière ce film, je vous l'ai peut-être pas dit en ouverture de vidéo, mais un des producteurs associés à la saga Halloween, je pense que vous connaissez son nom, c'est Moustapha Akkad, qui a été producteur attitré jusqu'à Halloween Résurrection. Et après, malheureusement, il est décédé dans un attentat terroriste avec sa fille, je crois que c'était en 2005. Toujours est-il qu'il s'était détaché de la série au moment d'Halloween 2. Alors sur Halloween 2, il est encore crédité, mais il avait laissé les droits à ce moment-là. Donc il n'est plus producteur sur le 3. Et donc, à ce moment-là, John Carpenter et Dave Rael, qui sont encore producteurs, et Tommy Lee Wallace, ils se disent d'un commun accord, bon, Michael Myers est mort à la fin d'Halloween 2, je vais vous le spoiler maintenant, mais Michael Myers meurt cramé, et il s'est fait tirer dans les 2 yeux par Laurie Strode. Donc il est aveugle et cramé, il est censé être complètement mort, il n'y a même pas de mystère. Donc à partir de là, ils se disent, la suite logique, c'est qu'on fasse un film Halloween qui n'a rien à voir avec Halloween 2. C'est-à-dire que là, on présente un nouveau film où il n'y a plus Michael Myers. Problème, un des plus gros problèmes du film, moi je veux bien qu'on parte là-dessus, qu'on fasse un film qui n'a plus rien à voir avec Michael Myers, Laurie Strode et Sam Loomis. Mais ce que je n'accepte pas, c'est qu'on fasse passer les 2 films précédents pour de la fiction. C'est-à-dire que dans Halloween 3, on voit des scènes à la télévision de Halloween, le premier. C'est comme pour te dire, en fait, c'était qu'un film, c'est qu'une fiction. Pour moi, ça marche pas du tout. Et alors, le concept après de l'anthologie, c'était un concept qui n'était pas nouveau, hein. La 4ème dimension, c'est une anthologie, c'est-à-dire que chaque épisode est à part. Mais au sein du 7e art, amener ce concept qu'on trouve dans le format série télé au cinéma, ça c'était nouveau. Et ça aurait pu marcher. Alors, regardez ce que font Marvel Disney là, depuis des années, que ce soit avec Star Wars ou les films Marvel. Ça cartonne, il y a clairement une demande pour ça. Peut-être que après Halloween Ends, ils vont y retourner à cette idée d'Halloween 3.
c'est-à-dire présenter des films Halloween qui ne présentent plus Michael Myers comme personnage principal. Je sais pas si les fans seraient pour, mais moi je me dis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc moi j'ai pas de problème avec ce concept-là. Non, le problème c'est vraiment l'histoire du film que je trouve mais nanardesque au possible. Donc en gros, quelle est l'histoire d'Halloween 3 ? C'est un mec campé par un acteur qui s'appelle Tom Atkins qui n'a aucun charisme. En tout cas dans ce film, je le trouve vraiment mais transparent complet. Il va tomber sur un mec à l'hôpital, parce que lui il est médecin, il campe un médecin. Il tombe sur un mec qui lui dit il va se passer un truc terrible et tout, et de fil en aiguille, il se rend dans une petite ville aux allures irlandaises, où il y a quelqu'un de très malfaisant qui fabrique des masques pour enfants, et ces masques sont piégés. Et donc tout le plan de cet horrible personnage, c'est qu'il y a un maximum de gamins qui achètent ces masques et les mettent le soir d'Halloween et regardent le spot publicitaire, et à ce moment-là, ça va enclencher une puce qu'ils ont derrière le masque qui va les trucider. Ce film, c'est un petit peu la rencontre entre les ordinateurs et la science-fiction. On a beaucoup de sorcellerie dans le film mixé à voilà, ce côté ordinateur. Ça pue les années 80, mais le mauvais côté des années 80. En fait, je vais vous dire, en termes de malaise, je le mets presque au même niveau que Xtro, qui est un film extrêmement bizarre, mais qui au moins est un peu plus original, on va dire. Donc je reparlerai peut-être un jour. Mais c'est un film qui a une vibe extrêmement bizarre. T'en ressors, t'es pas bien. Tu n'es pas bien. Il y a une mauvaise vibe qui habite ce film. Puis je trouve qu'il part dans tous les sens. On a un côté Westworld. Je pense qu'il prend certaines inspirations de Westworld de Michael Crichton. Parce que finalement, on constate que le méchant du film, eh bien, il a plein de sbires qui s'avèrent être des robots. Et à la fin, on apprend même que l'héroïne du film, qui couche avec le personnage principal très rapidement, alors qu'elle vient de perdre son père, je vous le dis, c'est un nanar de l'espace, eh bien on apprend qu'elle-même c'était une robot. Alors t'as la question comme dans Blade Runner, est-ce que c'était vraiment un robot ou pas dès le début du film? Est-ce que c'était pas un être humain et qu'ensuite ils l'ont changé en robot? J'ai envie de vous dire, on s'en fout complètement. Le film se termine sur Tom Atkins qui essaie tout ce qu'il peut pour empêcher le spot de passer à la télé, pour sauver les enfants, mais ça finit sur le mec qui gueule parce qu'il a réussi à faire enlever le spot de 2 chaînes, mais sur la 3e chaîne, il continue à passer le spot, t'as la citrouille qui commence à clignoter, et on sent que les enfants vont tous y passer. Ce qui est marrant, c'est que dans le making-of, Tom Atkins, on lui demande « Est-ce que vous pensez que les enfants y sont passés ?» Il dit non. Moi, je pense qu'ils y sont passés. Je pense que c'était la volonté du script. Apparemment, au script, selon Nigel Neal, qui devait être plus subtil, il trouvait que ce qui avait été rajouté par Carpenter et Tommy Lee Wallace c'était trop gore, de mauvais goût. Je suis d'accord, hein, je trouve que tous les effets gore du film sont dégueulasses. Il y a une nana à un moment donné qui se prend un rayon laser. Ça aussi, c'est n'importe quoi. Elle a un espèce de badge et il y a un rayon laser qui lui arrive dans la gueule. Ah oui, parce que je vous ai pas dit. Le méchant du film, non seulement il a des robots qui travaillent pour lui, mais en plus, il a Stonehenge dans son basement, là, dans son espèce d'usine de fabrique à masques. Il a Stonehenge et il en extrait des morceaux de roche parce qu'apparemment il y aurait une particule magique dedans, et ce qui expliquerait qu'il y a un rayon laser qui sort de ses badges. Enfin, je sais même pas comment vous résumer ce film, mais comment on peut écrire un tas de merde pareil? Je sais pas. Comment on peut passer de Halloween 1 et 2 à ça? C'est un mystère complet. Après, il y a des trucs à sauver, hein. Tout n'est pas pourri. La réalisation de Tommy Lee Wallace, c'est pas trop mal, je trouve, il s'en est bien sorti. Donc pour rappel, c'était lui qui avait créé le masque de Michael Myers à partir du masque de Captain Kirk dans le premier film. Mais c'était également le monteur du premier film, et on voit qu'il a vraiment cerné l'ambiance, la façon de réaliser de Carpenter. Et je trouve que c'est dommage qu'il ait pas réalisé Halloween 2, parce que en termes d'OREA, il a fait un truc qui est très similaire à ce qu'aurait fait Carpenter s'il avait fait Halloween 2. En tout cas, son Halloween 3 est plutôt bien foutu. J'aime bien la photo. J'aime bien la bande son. Alors là, c'est John Carpenter et Alan Howard qui ont travaillé ensemble. On a vraiment un son qui ressemble à The Thing, à la BO de The Thing. On reconnaît vraiment la patte de John Carpenter, ça fonctionne bien. Et même dans la démarche des robots, on retrouve un peu la démarche de Michael Myers, même ça c'est respecté. Il y a des sons stridents qui accompagnent certaines actions qu'ils accomplissent dans le film. C'est pas trop mal foutu à ce niveau, vous voyez. En fait, c'est par rapport à ça qu'il y a un respect du premier film de Carpenter. Il y a une certaine filiation. Mais le scénario, et puis le casting, enfin, la gonzesse, ça va, j'ai oublié son nom, vous m'excuserez,
mais Tom Atkins, transparence totale, on dirait un espèce de sous-Tom Selleck époque Magnum, je comprends pas comment il a été casté, quoi. Il y a du coucher avec la productrice, c'est pas possible. Bref. Écoutez, après, ça reste une curiosité, hein, si vous voulez vous faire un pur nanar très malaisant où des gosses y passent, allez-y, hein. Mais le remaster du chat qui fume est de bonne qualité. Bref, voilà, je sais pas ce que je peux rajouter. Ça n'a rien à voir avec la saga Halloween, mais malheureusement, il fait partie de la saga Halloween, donc à vous de voir si vous êtes un expert jusqu'au bout. Maintenant, on va passer à Halloween 4, le retour de Michael Myers. Alors juste avant de parler d'Halloween 4, un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Donc en 81 sortait Halloween 2, un an plus tard en 82 c'était Halloween 3, et autant, je vous avais dit, hein, le tout premier Halloween en 78 a coûté un peu plus de 300 000 $, ça a cartonné au box-office, ce qui a évidemment engendré une suite. La suite a coûté 2,5 millions de $, et a rapporté pas mal, je sais plus combien exactement, mais moins que le premier malheureusement. Et le 3 a fait un four total, un beat total. Le public a refusé l'absence de Michael Myers, donc le bouche à oreille était très mauvais. Je crois que le film est resté une semaine en salle, c'était une catastrophe. Donc, pendant des années, il n'y a pas eu de film Halloween, et les producteurs ne savaient pas comment rebondir. Et c'est dans ces conditions que 6 ans plus tard sort Halloween 4, The Return of Michael Myers, le retour de Michael Myers, et c'est également le retour de Moustapha Akkad, parce que là, John Carpenter et Debra Hill ne savent plus vraiment quoi faire, et là, Moustapha Akkad, lui, il sait exactement quoi faire, il se dit, c'est les 10 ans d'Halloween, on va faire revenir Michael Myers, c'est évident. Bon, on sait qu'il a cramé à la fin du 2, il est aveugle, mais c'est pas grave, on va trouver un prétexte. Donc, il est de retour à la production, et il lance le film... Je sais plus si c'est fin 87 ou début 88. Il pond un script assez rapidement et il tourne au printemps pour une sortie en octobre 88. Donc on est 6 ans après Halloween 3, 10 ans après le premier film. Et vraiment la production, c'est... Tu te dis comment ils ont fait le film dans ces conditions aussi rapidement. Donc le gars qui trouve pour la réalisation, c'est Dwight H. Little. Et je trouve que c'est, sur la série d'origine, le film le mieux réalisé après le John Carpenter. Je trouve qu'il y a vraiment des plans magnifiques. Alors ils n'ont pas tourné à Pasadena pour recréer Haddonfield, je sais plus dans quelle ville ils ont tourné, vous m'excuserez. Mais j'aime beaucoup l'atmosphère de l'endroit où ils ont tourné, parce qu'on a vraiment l'impression de voir un Haddonfield déserté. Et le film a un côté western, entre Sam Loomis et Michael Myers, donc ils vont se retrouver 10 ans après. Bon, c'est là où on passe par contre dans le fantastique. C'est-à-dire, autant jusque-là la saga, enfin surtout les 2 premiers films, étaient ancrés plus ou moins dans le réel. Bon, m'excuserez, c'est vrai que Michael Myers se prend 6 balles à la fin du premier film et survit dans le 2. Mais disons que là, vu qu'il crame à la fin du 2, il n'y a que par la porte du fantastique qu'une suite était possible. Donc finalement, on retrouve un Michael Myers un peu zombifié. Il est cramé de partout, on le voit sur ses mains. Par contre, il a retrouvé la vue, on ne sait pas comment, c'est un peu comme Chirrut. Et Sam Loomis aussi a survécu, parce que rappelez-vous que Sam Loomis aussi avait cramé, il était censé être mort dans l'hôpital en même temps que Michael Myers à la fin du 2. Alors, anecdote marrante, c'est que le maquillage a changé au cours du film, parce que la petite amie de Donald Pleasance trouvait que le premier maquillage qu'il lui avait fait, ça ressemblait trop à un œuf sur le plat. Du coup, ils ont refait le maquillage, et du coup, au montage, ils ont gardé des prises avec le maquillage précédent, le maquillage d'après, enfin, un truc qui n'a plus aucun sens. Et la plus grosse connerie qu'ils ont faite, et ça, du coup, on a revu quasiment tous ces films avec mon frère en Blu-ray, et vers la fin d'Halloween 4, je fais un arrêt sur image, et je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais jamais vu ça à l'époque. Parce que moi, à l'époque, je louais ces films en VHS, puis après, j'ai eu les DVD, mais la qualité d'image n'était pas incroyable, mais j'avais jamais fait gaffe à un plan. C'est vers la fin du film, le masque de Michael Myers n'est pas du tout le bon. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu couleur chair, et les cheveux sont blond-blanc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, là, j'ai écouté les making-of et tout, et en fait, ce qui s'est passé, la production est extrêmement rapide. Et encore une fois, ils ont tourné au printemps pour sortir le film en octobre. Et donc, ils avaient commandé des masques. Seulement, les masques du premier film, ils n'avaient pas gardé le masque du premier film, première chose. Et deuxième chose, le masque de Captain Kirk, aux alentours de l'endroit où il tournait, n'était pas disponible. Donc ils ont commandé un masque qui ressemble à peu près, mais c'était pas le même.
Et il y a eu un malentendu quand ils ont passé la commande, c'est qu'ils devaient avoir des masques blancs avec les cheveux marrons, ce qui est le masque de Michael Myers, les couleurs du masque de Michael Myers, mais ils se sont retrouvés avec des masques couleur chair, avec des cheveux blonds et blancs. Et vu qu'ils ont commencé à tourner avec ces masques-là, avant de se rendre compte qu'ils faisaient une connerie et de les customiser, ils ont commencé à tourner des scènes, et la production est allée tellement vite, le tournage est tellement vite, que à la fin, en salle de montage, parce qu'ils se sont quand même rendus compte, au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui a dit « Attendez, Michael Myers, il n'est pas censé avoir le visage blanc et les yeux marrons, les cheveux marrons. » Et là, du coup, ils ont repeint, ils ont recustomisé le masque pour qu'il ressemble plus à ce qu'il était dans le 1 et le 2. Toujours est-il qu'ils ont tourné des plans avec les mauvais masques. Et donc, arrivé à la salle de montage, ils se retrouvent avec des plans avec le mauvais masque. Et on le retrouve dans le cut final. Et là, en Blu-ray, tu peux pas passer à côté, quoi. Tu vois que ça. C'est terrible. Et ça nous a choqué avec mon frère quand on a vu ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? À un moment donné, j'ai cru qu'il nous faisait le coup du fake Michael Myers. Vous voyez, je me suis dit, attends, est-ce que j'aurais oublié une scène où il y aurait un faux Michael Myers? Parce que ça, j'ai oublié d'en parler, mais dans le 2, il y a une scène où Sam Loomis et le shérif Brackett suivent le mauvais Michael Myers. Et il est blond, justement. Nous, on le voit en tant que spectateur, parce que si vous connaissez le personnage, vous savez que normalement, il a les cheveux marrons. Mais l'indice qu'on nous donne, c'est que là, il a les cheveux blonds, et du coup, il meurt. Et vous voyez, ça dure 5 minutes dans Halloween 2. Dans Halloween Kills, ils te font tenir un truc comme ça pendant 1h20, quoi. Quand ils recherchent le mauvais Michael Myers qui ressemble au pingouin, bref. Mais bon, cette anecdote est marrante. Bref, toujours est-il que le film est très respectueux de l'œuvre de Carpenter, mais il a son propre fil. Je trouve que Dwight H. Little, j'ai écouté l'interview, le making-of, tu sens qu'il est vraiment extrêmement passionné par le premier film, c'est un vrai fan. Il a été très respectueux dans sa réa, il installe une ambiance. Ce que j'adore vraiment, c'est le début, l'opening, la scène, une des scènes d'intro avec Jamie dans sa chambre, et les éclairs et Michael qui apparaît. Avec les miroirs, je trouve que c'est magnifique. Alan Howarth donc continue à composer pour le film, et là il a fait une BO qui est intéressante parce qu'il prend ses distances avec ce qu'il a fait sur Halloween 2. C'est-à-dire que sur Halloween 2, il a vraiment recraché à peu près la BO du premier, mais avec des arrangements différents. Là, il a vraiment trouvé son propre style. Je crois que là, il a vraiment une carte blanche. Parce qu'autant c'était une collaboration avec Carpenter sur le 2, même sur le 3, mais autant là c'est vraiment lui qui est tout seul. Il n'y a plus de John Carpenter qui est crédité à la musique, à part pour le fait qu'il ait composé les musiques d'origine, mais là c'est vraiment Alan Howarth qui se retrouve seul compositeur. Et le fait qu'il ait carte blanche, il crée une atmosphère qui est plus unique, il crée ses propres thèmes, notamment le thème de Jamie que j'aime beaucoup. Et voilà, Jamie, Daniel Harris, je la trouve superbe dans le film. Alors malheureusement, ils n'ont pas pu avoir Jamie Lee Curtis, parce qu'à ce moment-là, elle commençait à être vraiment connue. Donc, puis elle voulait pas continuer à tourner dans des films d'horreur. Elle avait peur que si elle continuait à faire des slashers, sa réputation soit amoindrie et qu'elle ait plus les rôles qu'elle avait à ce moment-là. Du coup, elle refuse de participer au tournage. Et on voit Laurie Strode à travers une photo dans le film. Il y a une photo de Laurie Strode et on apprend que son personnage est décédé dans un accident de voiture, donc c'est très triste. Et donc le nouveau personnage principal, c'est Jamie, donc en référence à Jamie Lee Curtis, qui est la fille de Laurie Strode. On retrouve Donald Pleasence 10 ans après, enfin plutôt depuis Halloween 2, il s'est passé 7 ans, qui a pris un coup de vieux. On sent qu'il a pris un coup de vieux, il a du mal à se déplacer. Évidemment, le maquillage n'aide pas, mais on le sent. Autant on le sent affaibli, autant on sent qu'il est à fond derrière le projet, il est à fond dans le rôle. Et c'est vraiment étonnant, parce que des acteurs de son âge qui se donnent autant dans un film de cette envergure, à cette époque-là, il n'y en a pas eu tellement. Parce que maintenant, vous voyez, les films d'horreur, quand ça sort, ça va. Il y a plus cette espèce de connotation bâtarde que ça avait dans les années 80-90. Je vous dis, à l'époque, les films d'horreur, ils étaient planqués au fin fond des rayons. C'était vraiment à côté des films porno, limite. Et voir un acteur de cet âge-là qui est autant investi dans son personnage de Sam Loomis, je trouve que c'est vraiment touchant. Clairement, s'il n'avait pas été là, les films seraient sans intérêt. Enfin, je veux dire, les Halloween 4, 5, 6, moi je les regarderais pas sans l'input, sans la présence de Donald Pleasence. Voilà, enfin en tout cas, il s'est donné à fond dans le rôle. J'aime bien l'ambiance qu'il y a dans le film. Bon, le casting, j'en suis pas méga fan au-delà de Daniel Harris en Jamie et Donald Pleasence. Le personnage de Rachel, je la trouve pas très attachante. Il y a une blonde poufiasse, ça passe pour le peu qu'on lui donne à jouer. Le mec sans intérêt. Et bon, le film est un peu lent, il y a quand même quelques longueurs vers la moitié du film.
Le plus gros foirage, on va le dire, c'est le masque. Bon, même au-delà du fait qu'ils aient laissé un plan avec le mauvais masque à la fin du film, je trouve que le masque, même customisé, ça le fait pas. Là vraiment en Blu-ray plus que jamais, vous voyez que ça va pas du tout, c'est plus du tout le masque du premier, du deuxième film. Ça fait très enfantin, même le bleu de travail, je sais pas, il y a un truc qui marche pas, puis les acteurs qu'ils ont pris pour Michael Myers, donc là c'est plus Dick Warlock ni Nick Castle, c'est d'autres mecs dont j'ai oublié le nom, je crois même qu'ils ont changé d'acteur pendant le tournage, enfin c'était un bordel. Mais alors là c'est encore pire que Dick Warlock dans le 2, quoi. Michael Myers dans le 4, il est hyper lent, et c'est là où on a l'impression qu'il a la faculté de se TP. C'est qu'il y a vraiment, et dans le 4, dans le 5 c'est flagrant, il y a des scènes où il se TP. Il est ultra lent, puis alors là il a une force surnaturelle, il arrive à élever des corps avec parfois une main ou deux, je sais plus, mais il est extrêmement fort, mais bon, c'est le côté zombie. Il utilise des armes qu'il a jamais utilisées auparavant pour tuer, c'est un peu bizarre, à un moment donné, il utilise un shotgun pour tuer quelqu'un, un peu étrange. Mais globalement, j'aime le fil du film, j'aime comment il pose l'ambiance, surtout le début, je trouve que la première demi-heure est vraiment top, et la fin est vraiment bien. La fin du film, pour moi, la fin, c'est ce qui fait tout le film. Et ouais, le score d'Alan Howard, c'est vraiment digne. Il ajoute sa patte, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est pas juste un copier-coller de Carpenter cette fois-ci. La réalisation et le découpage sont vraiment de bonne facture. Et ouais, voilà, la fin est vraiment magnifique, parce que là, pour moi, ça boucle la boucle de manière parfaite avec le premier Halloween. En fait, limite, vous pouvez regarder Halloween et Halloween 4. Regardez quand même le 2, qui est bien. Mais vous pouvez passer du 1 au 4, et le 4 boucle parfaitement le premier Halloween. C'est-à-dire qu'en fait, il fait écho, la scène de fin de Halloween 4, fait écho au plan séquence du premier Halloween, où là, finalement, le twist, c'est que Jamie, donc la fille de Laurie Strode, vers la fin du film, elle touche Michael Myers, et à la fin, elle va tuer sa mère adoptive, et on comprend par là qu'elle s'est fait posséder par Michael Myers. Je trouve que c'était une fin sympathique, elle habille en clown en plus, comme Michael dans le premier film. Ça bouclait bien le premier film, en plus Donald Pleasance, à la fin, il crie... il joue vraiment bien cette dernière scène, et non, je trouve que c'est prenant. Bon, après attention, c'est pas un grand film, ça reste un nanar si on veut, mais vous voyez, c'est ancré dans une certaine époque. Moi, c'est des films que j'ai vus dans certaines conditions, je me faisais chialer l'eau au vidéoclub, c'était pas des films faciles à trouver, je les ai vus dans une certaine ambiance, un certain mood, à une époque où il n'y avait pas vraiment d'offres à côté, vous voyez. Il n'y a pas d'autres films comme Halloween 4. Vous pouvez trouver d'autres films d'horreur, hein, des années 80, des Freddy, des Jason, plein d'autres films. Mais Halloween 4, il a une ambiance qui est spécifique et propre à lui. Et c'est ça que j'aime. Et ouais, j'étais très content de le revoir en Blu-ray. Je vous le conseille, vraiment, il a bien vieilli. Pour moi, c'est une des meilleures suites à Halloween, premier du nom, si ce n'est la meilleure. Avec le 2 en tout cas. Une valeur sûre. Voilà. Pour tout fan d'Halloween, vous devez de regarder Halloween 4. Le retour de Michael Myers. Donc c'est un film, je crois, qui a coûté 5 millions de dollars. Ça a été un petit succès, ça a bien marché, enfin suffisamment en tout cas pour que Mustafa Akkad, il voit ça fin 88, et là il se dit, bon les mecs, ça cartonne, ça buzz, on fait Halloween 5 direct. Et donc, un an plus tard, en 89, sort Halloween 5, la revanche de Michael Myers, Revenge of Michael Myers, qui se permet de piétiner complètement ce qui a été annoncé à la fin du 4. Donc à la fin du 4, on nous promet une Jamie qui est possédée par Michael Myers, qui va devenir la nouvelle tueuse, qui va endosser certainement dans le futur l'identité de Michael Myers. Mais dès le début du film, on revient sur cette promesse. Et on retrouve Jamie dans un hôpital psychiatrique. Et elle a le don de communiquer par télépathie avec Michael Myers. Ah, c'est très compliqué. Alors, je sais plus qui a fait le film, c'est un franco-canadien qui s'appelle Dominique, je sais plus quoi. Bon, vous m'excuserez, mais on s'en fout. Je vais vous le dire direct, Halloween 5 pour moi, c'est un des pires films de la saga. Je dirais pas que c'est le pire non plus, hein, parce que vous allez voir, après on a un challenger très très sérieux. C'est un des pires en tout cas, il est très très dur à revoir aujourd'hui. Je me suis fait royalement chier en le revoyant dans le cadre de ce marathon. Le 4, j'ai vraiment repris du plaisir. Mais alors le 5... Oh là 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 là, le gros problème de rythme, c'est hyper mal maîtrisé, la réalisation c'est du gros n'importe quoi, rien n'est prévu, c'est qu'autant le 4, vous voyez, il a été fait dans l'urgence, mais on a un réalisateur qui savait ce qu'il faisait, mais alors là c'est du n'importe quoi, les plans c'est du gratuit complet, les personnages sont pas du tout attachants, les nouveaux je parle, parce qu'on a Rachel qui revient du premier film,
mais elle meurt très rapidement. Alors ça, c'est un truc qui était courant, vous savez, dans les films d'horreur des années 80, c'est qu'on rappelle l'actrice, l'héroïne du premier film, enfin du dernier film, pour la faire mourir dans l'opening du suivant. Alors là, ce qui est étonnant, ce qui n'arrivait pas tout le temps, c'est que celle qui joue Rachel, elle s'appelle Ellie Cornell, il me semble, l'actrice. Elle a accepté de revenir pour Halloween 5, et c'est marrant parce que quand tu l'entends en interview, tu sens qu'elle a l'air vraiment gentille, elle en fait pas, elle se la joue pas, vous voyez, parce que Patricia Arquette dans Freddy 3, elle a pas repris son rôle dans Freddy 4, pour la même raison que Ellie Cornell aurait pu dire non à revenir dans Halloween 5. En tout cas, elle meurt très rapidement. Et alors là, on a un nouveau casting de personnages qui sont tous plus insupportables et cons les uns que les autres. Mention spéciale à Tina, son copain avec sa caisse qui est absolument insupportable. Mais ce qui est ridicule dans ce film, c'est Michael Myers. Michael Myers dans ce film, on dirait une blague. L'essentiel du film, il conduit en bagnole et il va faire des pranks. C'est pas une blague. Bon, Michael Myers, il conduit dans le tout premier film de 78 de Carpenter, ça d'accord. Mais alors là, il conduit beaucoup trop, c'est-à-dire que vers la fin du film, il a envie de tuer tout le monde avec la bagnole. Et alors à un moment donné, il fait une blague au personnage de Tina, c'est qu'il a buté son copain. Alors déjà, il fait une blague à son copain, c'est que il voit que son copain, il est vraiment hyper maniaque avec sa bagnole, il la polit bien, il la nettoie et tout. Et là, Michael Myers, il va se ramener avec une espèce de fourche et lui rayer sa bagnole. Du coup, le mec va péter un plomb, il va le buter. Et ensuite, il va se faire passer pour lui dans la bagnole et chercher sa copine Tina en bagnole et il va dire... Enfin, il va pas lui parler, mais genre, il va la klaxonner, elle va rentrer dans la bagnole et là, il met un autre masque que le sien. Mais que vous dire, enfin, c'est ridicule, c'est nanardesque, c'est catastrophique. Puis alors là, vraiment, la palme d'or, le clou du spectacle, c'est Michael Myers qui enlève son masque devant Jamie qui kidnappe vers la fin du film et il pleure. Voilà, il enlève son masque, on voit sa gueule et il pleure, on a un gros plan sur son œil avec une petite larme. C'est une catastrophe, on va le jeter, c'est une catastrophe intersidérale ce film. Le score d'Alan Howarth, pas bon là, vraiment, plus d'inspiration. Ah puis Donald Pleasance, alors lui il est bon dans le film, mais c'est pas lui le problème. C'est que la partition, le rôle qu'on lui donne à jouer, il avait une obsession, certes, de retrouver Michael, d'en terminer avec lui, mais là, il harcèle la petite, Jamie Lloyd. À un moment donné, il l'approche, il dit « Ouais, dis-moi, Michael, il faut absolument que tu me dises où il est !» Et t'as la petite qui crie « Non, non, je peux pas, je sais pas où il est !» Puis avant, elle dit « Ah, donut, je vois un donut, je vois une femme avec un donut !» Et du coup, il retrouve l'endroit où est supposément Michael Myers. Et la petite, elle se fait maltraiter par Sam Loomis. Enfin, ça, les personnages sont écrits avec le cul. Enfin, là, on est au niveau d'Halloween Kills. Le rythme, c'est n'importe quoi. Puis je vous dis, Michael à la fin, qui est avec sa bagnole en train de chasser les gamins. Là, on est dans Nanarland. Le masque aussi, le masque, ça ressemble à un alien avec des cheveux. Alors, on dirait un alien gris avec des cheveux. Aucun sens. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, déjà, dans le 4, c'était de la merde. Mais alors là, c'est... Oh putain, on attend des sommets. Bref, on arrête de parler du 5, qui a été un four, heureusement. Le public l'a boudé aux États-Unis. C'était... un naufrage, tellement un naufrage qu'il est sorti en direct ou vidéo chez nous, et aujourd'hui tout le monde s'en fout. Enfin, ironiquement, vous savez que le 5, on le trouve à la Fnac en Blu-ray. Les autres qui sont bien non, mais le 5 on le trouve. Bref, on va passer à la suite parce que ça m'énerve. Bon après, ça m'énerve parce que là je le revois actuellement en 2021. Quand j'avais vu Halloween 5 la première fois, tout début 2000, ça allait. J'avais pas ce regard... sur les films, et puis comme je vous dis, c'est un slasher d'une certaine époque, on peut pas être aussi dur avec ces films, encore une fois, que les films qui sortent maintenant. Mais quand bien même c'est plus fort que moi, j'ai passé un très mauvais moment à revoir ce film. Je suis désolé. Mais il mérite pas un tel acharnement, peut-être. Peut-être que j'étais un peu dur, bref. En 95, sort Halloween 6, The Curse of Michael Myers, la malédiction de Michael Myers. Donc il s'est passé 6 ans depuis Halloween 5, ce que je vous dis, ça a été un four, direct ou vidéo chez nous. Puis il y a Mustapha Akkad qui dit la connerie qu'on a fait avec Halloween 5, c'est qu'on s'est concurrencé nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où sortait Halloween 5 au cinéma aux États-Unis, sortait Halloween 4 en vidéo, et à la télé, etc. Du coup, c'était overdose d'Halloween pour les gens, donc là, Mustapha Akkad, il a attendu. C'est passé 6 ans, et là ils sortent Halloween 6, donc, qui a toujours été un film extrêmement dur à trouver, ça a toujours été un enfer. Là je l'ai trouvé en Blu-ray il y a quelques années à la Fnac. Je le garde scellé, oui, c'est un de mes Graals. Parce que j'ai toujours galéré, vraiment, déjà à l'époque pour le trouver en VHS c'était mission impossible. Je ne l'ai jamais trouvé en DVD, jamais, je sais pas s'il existe en français. Et alors là par contre il y a un scandale, je me suis rendu compte d'un truc, parce que j'ai hésité à l'ouvrir quand même. J'ai hésité, je me suis dit s'il y a des bonus, je vais peut-être l'ouvrir. J'aurais peut-être des anecdotes croustillantes à leur donner, mais même pas.
Il n'y a aucun bonus sur ce putain de Blu-ray. Et pire que ça, je vois qu'il y a marqué langue français. Et sous-titres français. Genre, il n'y a pas l'anglais, apparemment, sur ce Blu-ray. Un scandale. Moi, je vais quand même faire attention, je vais le garder. Halloween 6. Que vous dire sur ce film? Donc, la Miramax, les frères Weinstein se sont collés à la production, en plus de Mustapha Akkad. Et il y a une rumeur comme quoi apparemment Tarantino avait écrit un script, un jet pour ce film. Bon, finalement, ça a capoté. Le réalisateur, c'est Joe Chappelle. Je trouve qu'il a fait un boulot plus honnête que sur Halloween 5, mais c'est pas non plus incroyable. Il y a quand même des gros moments de n'importe quoi. Et alors là, du coup, dans le cadre de cette rétrospective, je me suis dit, je vais revoir les 2 cuts du film. Parce qu'il y a la version cinéma, qu'on a vue. Enfin, je pense que beaucoup de gens n'ont pas vu Halloween 6, parce que, encore une fois, il a toujours été très dur à trouver. Moi, je l'avais vu, et dans les années 2000, il y avait une Workprint Producer's Cut, qui était disponible en très mauvaise qualité, et que j'avais téléchargé, que j'avais regardé. Et dans mes souvenirs, c'était sympa. Dans mes souvenirs, le Producer's Cut, il était bien. Et là, je l'ai revu en qualité Blu-ray, parce que du coup, il est sorti aux États-Unis en Blu-ray. Je sais pas ce qu'ils foutent chez nous pour le sortir. Enfin, peut-être qu'en fait, c'est mieux de pas le sortir. Parce que je vais vous dire, on l'a regardé avec mon frère. Et mon Dieu, quoi. J'ai été consterné. Dans mes souvenirs, le 6 était sympa. Mais encore une fois, voilà, faut revenir début 2000. Film dur à trouver. Certaines ambiances, tout ça, vous voyez. J'ai une affection pour ce film. En plus, il y a Paul Rudd. Moi, j'ai connu Paul Rudd avec ce film. Il y a des gens qui l'ont connu dans 40 ans toujours puceau. Il y a des gens qui l'ont... Je pense que la plupart du grand public connaît Paul Rudd pour Ant-Man, dans les derniers Marvel. Et moi, je l'ai connu dans le rôle de Tommy Doyle dans Halloween 6, vous voyez, à l'époque. Et j'aimais beaucoup cet acteur. Je trouvais qu'il avait un truc. Je sais pas, il y avait un truc dans ce film. Je trouve qu'il y avait... Globalement, d'ailleurs, ça n'a pas changé. Je trouve qu'il est assez respectueux du premier film. Sur le setting, sur Haddonfield, il y a un petit clin d'œil sympathique à un moment donné où Tommy Doyle croise un enfant, et je crois que l'enfant se casse la gueule avec la citrouille, il l'aide à se relever, parce que dans le premier film de Carpenter, c'est Tommy Doyle qui se casse la gueule sur sa citrouille, vous savez. Donc c'est un petit clin d'œil sympa, mais en fait le film est très bizarre, parce que ça soit dans la version cinéma ou la version Producer's Cut, il est vraiment scindé en 2 volontés. C'est qu'il y a une volonté de te raconter, de t'expliquer pourquoi Michael Myers est immortel, et t'as un côté du film qui veut te faire un slasher classique dans la veine du premier film, et du reste c'est plutôt pas mal fait, et d'ailleurs le masque, c'est certainement le moins pire entre le 4, le 5 et le 6. Je trouve que le masque, ça va. D'ailleurs je l'ai ici, j'ai la réplique exacte, parce que je m'étais planté sur eBay il y a quelques années, je voulais m'acheter un beau masque de Michael Myers, et j'avais acheté celui-ci, en croyant que c'était le masque du premier film. C'était à l'époque où j'étais un peu moins regardant, un peu moins, je faisais un peu moins attention aux détails de la saga Halloween. Et donc voilà, j'ai le masque du 6, vous voyez, qui est quand même assez fidèle à ce qu'est le masque de William Shatner dans le premier. Bon, c'est pas exactement ça, mais disons que c'est pas un masque d'alien comme dans le 5, ni le masque de gamin du 4. D'accord? Et bref, en revoyant le Producer's Cut, je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que ces daubes de l'espace? Mais surtout vers la fin du film, quand on voit la secte, à un moment donné, tu as Tommy Doyle et Dr. Loomis qui se font droguer, et donc il y a un cut, et là ils se réveillent à l'extérieur de la baraque où il y avait la secte. Parce qu'en fait, vers la fin du Producer's Cut, tu te dis, ils vont y passer tous les deux. Parce qu'ils sont entourés par la secte, il n'y a aucun moyen qu'ils échappent de là, quoi. Mais ils se réveillent dans le jardin, et ils se disent « Oh non, mon Dieu, on a dû être drogués ». Puis on passe à la scène suivante. Puis alors là, dans une scène, mais full nanar, où il y a Michael Myers dans une sorte de petite église, enfin en tout cas une espèce de rituel. Et là, t'as le patron de la secte qui dit à Paul Rudd, à Tommy Doyle, « T'as du talent, tu pourrais bosser pour nous ». What the fuck? Mais qu'est-ce que c'est que ce dialogue? T'as du talent, tu pourrais bosser pour nous. Mais le méchant dit ça au mec qui veut buter, enfin aucun sens. T'as Michael Myers qui reste planté comme un piqué, comme un con. Écoutez, on apprend dans cette version que l'enfant qu'avait Jamie au début du film, bah c'était le sien. C'est-à-dire qu'en fait, pour vous resituer, Jamie, c'est la fille de Laurie Strode. Laurie Strode, c'est la sœur de Michael Myers. Donc Michael Myers, c'est l'oncle de Jamie. Mais on apprend dans Halloween 6 que le gamin, le bébé de Jamie dans Halloween 6, c'est un bébé qu'elle a eu avec Michael Myers. Donc c'est un inceste incompréhensible. Je ne comprends pas cette décision des producteurs. Alors évidemment, la cerise sur le gâteau, si c'était pas assez terrible comme ça, c'est que Danielle Harris, elle voulait revenir pour Halloween 6. Donc, encore une fois, c'est la gamine qui joue Jamie dans le 4 et le 5.
Mais une des productrices lui a dit non, non, tu seras payé au minimum syndical parce que tu meurs dans le premier acte. Elle a dit attendez, j'étais dans le 4 et dans le 5, payez-moi un peu plus, quoi. Je veux bien, mais payez-moi un peu plus. Ils ont dit non, tu seras payé minimum syndical. Et en plus, elle meurt 2 fois. Jamie, elle meurt 2 fois dans le film, c'est qu'elle se fait trucider par Michael dans la grange, coup de fourche dans la gueule, je crois, dans le ventre. Et après, elle se fait retuer à l'hôpital, avec une balle dans la tête. Enfin bref, un enfer. Et donc, Danielle Harris, quand elle a lu ça, elle a pas voulu, quoi. Ou alors, il fallait qu'elle soit bien payée. Donc malheureusement, elle est parvenue, ou plutôt heureusement, je ne sais pas, peut-être que c'est mieux pour elle, parce que comme elle dit, si j'avais accepté de revenir dans Halloween 6, peut-être que je ne serais pas revenu dans les Halloween de Rob Zombie. Bref, ils ont pris d'autres actrices à la place, donc Jamie passe dans le premier tiers du film, elle meurt 2 fois, encore une fois. C'est ridicule. Que vous dire, le producer Scott, non vraiment, à la fin, en fait tu sens qu'il manque des scènes, parce que malheureusement Donald Pleasance est mort... peu après la fin du tournage. Il avait fait des voice-overs, mais ça suffisait pas parce qu'il y avait une bataille, je crois, judiciaire. Il savait pas s'il fallait retourner des trucs ou pas, mais finalement, sans Donald Pleasance, c'était impossible. Donc le film est sorti dans un certain cut, qui est la première version que j'avais vue, qui est la version qui est d'ailleurs, j'imagine, sur ce Blu-ray. Je trouve qu'en fait, la version cinéma est mieux que la version producer Scott quand même. Parce que dans la version cinéma, t'as un affrontement entre Tommy Doyle et Michael Myers. T'as un côté très expérimental à la fin, très étrange, mais qui fonctionne plutôt bien. Le seul truc qui est très bizarre, c'est les seringues avec du liquide vert que met Tommy Doyle sur Michael Myers. C'est très étrange. Mais au moins, il y a un peu d'action, il se passe quelque chose. Parce qu'à la fin de la version producer Scott, t'as Tommy Doyle avec un habit de secte qui arrive, qui met du sang sur le sol et qui arrive à stopper Michael Myers grâce à la rune de Thorn. N'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Dans la version cinéma aussi, tu comprends que Sam Loomis va y passer. En fait, il va mourir des mains de Michael. Tu comprends que Michael n'est pas mort des mains de Tommy Doyle. Et dans la version producer Scott, Sam Loomis survit et en fait, c'est lui qui va être le nouveau patron de la secte. En fait, c'est sous-entendu. T'as le patron de la secte qui dit à Loomis... c'est It's your game now, et genre du coup t'as le tatouage de Thorn qui passe du chef de la secte à Loomis, mais avec un effet spécial mais nul à chier, catastrophique. Et en fait je pense que le plus gros problème du film c'est d'avoir voulu expliquer l'immortalité de Michael Myers, donc là on comprend que c'est une secte qui le ressuscite à chaque fois, et les éléments avaient été mis dans le 5, et ça j'ai oublié de vous le dire. Dans le 5, on voit un homme en noir tout au long du film, et à l'époque du tournage, les producteurs savaient pas ce qu'ils allaient en foutre pour la suite. Ils se sont dit, ah, ça serait sympa d'avoir un mec en noir là tout le long du film, et puis on trouvera une explication dans la suite. Et d'ailleurs, même dans la maison de Michael Myers dans le 5, on voit le symbole de Thorn. Bon bref, dans le 6, l'explication c'est qu'il y avait une secte qui était chargée de ressusciter Michael Myers, c'est un sacrifice d'enfant. Je comprends pas pourquoi il doit y avoir un inceste au milieu de tout ça, mais bon bref, passons. Le film est mauvais, hein. Les deux versions sont mauvaises, hein. Franchement, avec mon regard adulte, là, vraiment, je peux pas dire autrement, c'est un nanar de l'espace, et surtout la version producer Scott. En fait, le truc, c'est que à l'époque, je l'avais vu en mauvaise qualité sur Internet. Je sais plus si c'est des fans qui avaient assemblé cette version, ou si c'était déjà les producteurs qui l'avaient mis en circulation en bootleg, mais il y avait une aura un peu mystérieuse autour de ce film. Déjà parce que la version normale était dure à trouver, mais alors en plus la version producer Scott avec des scènes alternatives, c'était vraiment le Saint Graal, quoi, une époque pour tout fan d'Halloween. Et moi j'étais hypé à l'époque par ça. Mais là, franchement, tu le vois maintenant dans cette qualité, tu te dis, oh là, mon Dieu, que c'est mauvais. Tu sens qu'il manque plein de plans, qu'il manque de l'intrigue, plein de dialogues tombent à plat, il y a des personnages qui se retrouvent dans une mauvaise posture, qui s'en sortent le plan d'après, t'as aucune explication, ou alors un dialogue nanardeux qui vient tout racoler, le passage dans la secte à la fin avec le rituel qui est mis à se pisser dessus tellement c'est ridicule. La fin du film dans les deux qui tombe vraiment comme un cheveu sur la soupe, ça marche pas. Et tout ça, c'était censé appeler un Halloween 7. Bref. Donc, on aurait pu avoir Halloween 7, parce qu'à l'époque, Moustapha Akkad voulait continuer dans cette voie-là, hein, avec cette secte et tout ce délire. Mais, entre-temps, deux choses. Un, il y a eu Scream en 96, donc un an plus tard, écrit par Kevin Williamson, et dans un premier temps, Kevin Williamson a été pressenti pour écrire Halloween 7. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jamie Lee Curtis, qui commençait, il me semble, à sombrer dans l'alcool, et qui certes était une star, mais elle commençait à être un peu en déclin. Il y avait un film qui était sorti avec elle, qui s'appelait Mother je sais plus quoi, où elle joue une espèce de cinglée.
Bon, évidemment, elle avait fait True Lies, qui était beaucoup plus sympathique, de James Cameron, mais elle avait pas le vent en poupe à la fin des années 90, et là elle s'est dit, c'est les 20 ans d'Halloween, ça serait sympa de faire un truc, donc on va faire Halloween 20 ans après, et le 4, 5, 6 n'existe plus. Donc c'est à partir de ce moment-là où la saga se scinde en deux, et où il y a un retcon. Là en fait on oublie les épisodes 4, 5, 6. Donc Halloween 20 ans après est la suite d'Halloween 1 et Halloween 2, première suite, parce qu'ils nous ont refait le coup avec Halloween 2018, on en parlera tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, en le revoyant aujourd'hui, c'est qu'on sent vraiment l'influence de Scream. Et donc il faut que je glisse un petit mot sur Scream, que j'ai revu également dans le cadre de cette rétrospective, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas vu. Scream, c'est un film que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours bien, hein, mais en le revoyant, je me suis dit, ce qui marche pas dans le film, c'est qu'il est beaucoup trop dépendant du premier Halloween de John Carpenter, auquel il fait 1 milliard de références, mais surtout via des extraits télé. Et ce qui est finalement un beau pied de nez, parce que dans le premier Halloween, il y avait des extraits de The Thing from Another World, qui est une grande influence de Carpenter. Et là, finalement, dans Scream, on a les extraits du premier Halloween. Mais le problème, c'est qu'à la fin de Scream, dans le dernier acte, t'as carrément des musiques du film Halloween qui prennent le pas sur le score de Scream. Et ce qui est terrible, c'est de voir que le score d'Halloween est 10 fois plus, 100 fois plus efficace que tout ce qui a été présenté dans Scream jusque-là. Et le film, finalement, ne tient que pour son côté méta et son côté un peu pastiche du premier Halloween, en essayant de déconstruire les codes de qu'est-ce qui fait fonctionner un film d'horreur. Du reste, ça reste bien réalisé, hein, c'est Wes Craven à la barre, c'est sympa, ça reste beaucoup plus sympa que New Nightmare, j'en reparlerai l'année prochaine dans la rétrospective Freddy. Mais je ne peux m'empêcher de me dire, ce qui fonctionne pas, c'est le côté pastiche. En fait, quand on fait un truc, quand on met trop de second degré, dès lors, pour moi, on fait plus de l'art. Pour moi, l'art, c'est avant tout du premier degré. Et c'est un truc que savent pas faire les Français la plupart du temps. Vous voyez, on met toujours des éléments comiques parce qu'on n'arrive pas à se prendre au sérieux en France. C'est un gros problème que j'ai avec ce pays. Bref, Halloween 20 ans après sort, en 98, et on sent vraiment l'influence qu'a eu Scream, et je pense que c'est ça le plus gros défaut. Donc c'est un film de Steve Miner, à qui on devait Jason 2 et 3, Vendredi 13, partie 2 et partie 3. Donc je l'avais dit, hein, c'est un réalisateur qui fait un boulot plutôt correct, là encore il fait un boulot digne, mais on ne reconnaît pas du tout son style par rapport au Vendredi 13, ça n'a plus rien à voir. Là c'est vraiment un pur produit dans l'air de son temps, Halloween 20 ans après. On voit vraiment que c'est du post-Scream, que la façon de faire des films d'horreur a changé. Enfin, dites-vous quand même qu'il s'est passé seulement 3 ans entre Halloween 6 et Halloween 7, 20 ans après. Et en termes d'ambiance de réa, ça n'a plus rien à voir. Bon, évidemment, là, il y a plus de budget dans Halloween 20 ans après. Et la façon de réaliser a changé. La façon d'éclairer aussi, c'est extrêmement éclairé. Et le plus gros problème du film pour moi, c'est la composition de... J'ai peur d'oublier le nom du mec, je crois que c'est John Ottman. Et les musiques additionnelles ont été faites par Marco Beltrami, qui avait notamment fait le score de Terminator 3. Mais je trouve qu'ils ont fait un score qui est complètement à l'ouest, qui va pas du tout dans la saga Halloween. En fait, on se croirait dans un film de Steven Spielberg. En fait, on se croirait à la limite dans Hook ou dans Indiana Jones, quoi. La musique est beaucoup trop instrumentale, beaucoup trop entraînante, on n'a jamais peur, elle ne ponctue jamais les actions de Michael Myers. En fait, Steve Miner n'a rien compris au premier film de Carpenter. En fait, il a utilisé la musique de John Ottman et Marco Beltrami comme il utilisait le score dans les Vendredi 13. Vous voyez, de façon très lancinante, très répétée, très pompière, qui font que t'as jamais peur. Pire que ça, je trouve que le film est vraiment... Autant on sent l'influence de Scream, autant pour moi, on sent à fond l'influence de Jurassic Park. À la fin, on regardait ça avec mon frère. Et à la fin, il y a Josh Hartnett qui est en train de trébucher, parce qu'il s'est pris quelques coups. Et sa démarche, c'est exactement la même que Jeff Goldblum à la fin de Jurassic Park, enfin, vers le milieu du film, je sais plus. Vous savez, quand ils sont poursuivis par le T-Rex, et bah la démarche de Josh Hartnett, c'est exactement la même. Et je lui dis, putain, on dirait Jurassic Park en fait, c'est plus du tout Halloween. Et putain de merde, plan d'après, c'est un plan dans le rétro avec Michael Myers. Vous voyez, comme si en fait Michael Myers c'était l'équivalent du T-Rex, quoi. Enfin, c'est ridicule, ça marche pas du tout. En fait, les effets de mise en scène, c'est des effets de mise en scène que tu retrouves dans les films d'action, dans les purs actionneurs. Puis Scream, voilà, qui est passé par là, qui a insufflé beaucoup plus d'action que du pur code d'horreur. Et c'est quand même très bizarre, Scream, parce que c'est un film qui veut déconstruire.
les codes des films d'horreur, mais dans la réa, c'est vachement plus action qu'horreur. C'est très étrange. Enfin bref, Halloween 20 ans après, il n'y a quasiment plus rien d'horrifique. Je vous le dis, vraiment, on se croirait dans Jurassic Park. Le score est à l'ouest. C'est pas qu'il est mauvais, hein, les instrumentations sont plutôt pas mal, les arrangements sont jolis, mais ça n'a rien à foutre dans la saga Halloween, quoi. Ça va pas du tout, l'ambiance n'y est pas. Le plus gros problème, c'est le masque. Le masque, ils ont fait n'importe quoi, donc il y a plusieurs masques qui sont utilisés, hein, tous dans le film. Je crois qu'il y a 4 ou 5 masques différents qui ont été faits. Il y a notamment un plan qui est catastrophique, apparemment c'est en CGI, ils ont rajouté des CGI sur le masque, on dirait un putain d'alien. Une horreur. Puis surtout, on voit beaucoup trop les yeux. C'est ça le problème. Globalement, le problème que j'ai avec beaucoup de masques dans la série, et c'est vrai aussi pour les Rob Zombie, j'en reparlerai, c'est qu'on voit trop les yeux de l'acteur en dessous. Dans le premier film, on voit pas bien les yeux, on les voit même quasiment pas, ils sont toujours dans l'obscurité. Puis il y a un vrai travail sur l'éclairage. Là, bon déjà, clairement, il y a un problème de sculpture du masque. En fait, le masque, il tombe vraiment sur les yeux du mec, donc on les voit tout le long du film, on n'y croit pas. Alors là, il n'y a plus aucune marque de brûlure, hein. C'est quand même un film qui veut être la suite du 2. Il n'y a plus aucune marque de brûlure. Michael Myers, c'est hyper propre sur lui. Il est trop humanisé, il va beaucoup trop vite, il marche beaucoup trop vite, la démarche n'a rien à voir. Elle n'est ni respectueuse du premier ni même du 2, hein. C'est même pas que là il est trop lent, c'est qu'il est trop rapide, il est trop humain en fait, il fait trop humain. Le seul truc à sauver pour moi, c'est Jamie Lee Curtis. Je vais faire une petite coupe parce que j'ai peur là, en termes de temps. Je fais une petite coupe et je reprends. Donc ouais, j'étais en train de vous dire que le meilleur élément du film pour moi, c'est Jamie Lee Curtis, qui reprend vraiment bien son rôle de Laurie Strode. C'est cohérent, on sent qu'elle est désabusée, qu'elle est fragile, qu'elle vit vraiment dans la peur de Michael Myers, qu'elle a été traumatisée par les événements des 2 premiers films. Elle était encore vraiment bien à l'époque. Mais non, ce qui déconne, c'est vraiment le ton global du film, l'ambiance qui est globalement à l'ouest. Trop action. Après, pour être honnête, c'est pas désagréable à regarder. C'est moins pire que dans mes souvenirs, parce que moi j'ai une histoire avec ce film, mais je vous laisse regarder la rétrospective qu'on avait fait avec Sid il y a 2 ans. Je vais pas la raconter. Mais en redécouvrant ce film en Blu-ray, j'ai redonné une chance. C'est à la ramasse vraiment sur l'ambiance, il y a trop de problèmes. Mais j'ai pas passé un mauvais moment non plus. Grâce vraiment à Jamie Lee Curtis, on sent qu'elle était à fond dans le rôle. Josh Hartnett également, j'adore cet acteur, il a complètement disparu. Ah oui, puis j'oublie tout le temps le nom de cet acteur que j'adore. Joseph Gordon-Levitt. Ah oui, parce que mon frère, avant qu'on regarde le film, il regarde le Blu-ray, il me dit « Mais attends, il y a Joseph Gordon-Levitt dans le film ?» Et je lui dis « Non, je crois pas. » Il me dit « Si, regarde, c'est sur le Blu-ray. » Je dis « Ah ouais ?» J'ai pas de souvenir. Et en fait, il est dans l'intro du film. Le mec, on le voit 5 minutes, même pas, à tout casser. Et ces petits filous qui ont fait l'édition française du Blu-ray, ils te le mettent là vraiment en tête d'affiche, vous savez, avec Jamie Lee Curtis, Josh Hartnett, genre le mec, ça va être un des acteurs principaux du film, en fait non. À l'époque, il était encore ado et on le voit, allez, 2-3 minutes quoi. Avec d'ailleurs l'infirmière du premier film qui se fait dessouder, et du coup qui se fait redessouder dans Halloween Kills, c'est assez marrant. Ah oui, il y a une scène sympa quand même aussi dans Halloween 20 ans après, c'est les retrouvailles, enfin pourquoi je dis les retrouvailles ? C'est une scène entre Janet Leigh, donc la mère de Jamie Lee Curtis, et Jamie Lee Curtis. Donc c'est sympa parce que là on a l'actrice de Psychose et l'actrice d'Halloween dans la même séquence. Petit clin d'œil sympa, petit hommage. Non, Josh Hartnett, j'ai pas une touche, j'aime bien cet acteur. J'ai toujours aimé cet acteur, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, on le voit plus assez. Il avait vraiment une bonne gueule, il a vraiment disparu. Mais même lui, on le voit pas assez dans le film, je trouve. En tout cas, voilà, c'est un film qui devait conclure une bonne fois pour toutes l'arc Michael Myers. En fait, quand Jamie Lee Curtis est revenue là, pour ce film, elle a dit écoutez, on en termine avec Michael Myers, je lui botte le cul, c'est terminé. Elle voulait vraiment une femme forte, une héroïne forte. Et malheureusement, quand la production a commencé, quand le tournage a commencé, je crois que c'est Mustafa Akkad ou un de ses assistants qui a dit à Jamie Lee Curtis désolé Jamie, mais Michael Myers peut pas mourir dans ce film. Elle dit pourquoi. Et il dit parce qu'il y a une clause dans le contrat qui stipule que Michael Myers ne peut pas mourir dans les productions de Mustafa Akkad, parce qu'il faut une suite. Elle a dit non, mais vous déconnez, mais moi je veux qu'il meure à la fin du film. Donc, du coup, ils essaient de trouver un compromis, et le compromis qu'ils lui ont donné, c'est que les spectateurs et elle auront l'impression que Michael Myers est vraiment mort à la fin d'Halloween 20 ans après, mais en fait il n'est pas vraiment mort. Et donc dès 98, et ça je savais pas, je l'ai appris vraiment très récemment, dès 98, ils savaient que c'était pas le vrai Michael Myers qui faisait mourir à la fin, qui se fait décapiter.
Bon, c'est un foutage de gueule de l'espace. Je trouve que ça aurait été pas mal qu'ils finissent la saga, l'ancienne saga sur ce film. Parce que malheureusement, il y a eu un film supplémentaire, on va en parler tout de suite. C'est Halloween Résurrection en 2002. Que dire sur ce film? J'ai redonné une chance. Alors, je vous rassure, j'ai pas acheté le Blu-ray. J'ai fait un effort hein, pour la plupart des films, mais là c'est au-dessus de mes forces. C'est comme le 5, je peux pas acheter ces films en Blu-ray, c'est pas possible, c'est trop pour moi. Mais je l'ai revu là dans une très très bonne qualité, et mon Dieu, il n'y a rien qui va dans ce film. Donc on apprend au début d'Halloween Résurrection qu'en fait, à la fin d'Halloween 20 ans après, ce n'était pas Michael sous le masque, mais un ambulancier. Michael avait fait un échange de corps, il a mis le masque sur la gueule du mec. Alors là où c'est quand même débile, c'est que le mec, à un moment donné, il essaie de choper Laurie Strode dans le camion. Hein. Bref. Mais il lui a coupé ses cordes vocales pour pas qu'il parle, donc ça pourquoi pas. Bref, du coup, dès l'opening, Jamie Lee Curtis, dès 98, là aussi, en fait, quand on lui avait dit que Michael Myers allait pas mourir et revenir dans un film, elle a dit, ok, mais dans le prochain, si je reviens, vous me faites mourir dès le début. C'est elle qui a voulu ça, hein, parce qu'elle voulait pas enchaîner encore un autre Halloween derrière le 20 ans après. Pour elle, c'était au revoir, merci. Bref, en tout cas, elle a fait un dernier effort, comme elle s'était engagée, elle revient dans Halloween Résurrection le temps d'un petit quart d'heure, où là, on la voit avec les cheveux longs, en mode clodo, donc elle est dans un hôpital psychiatrique, elle a été internée, parce que je pense qu'elle vit très mal la mort du faux Michael Myers, parce qu'elle a appris que c'était pas le vrai qu'elle avait buté. Il n'y a aucune mention de son fils, d'ailleurs, de Josh Hartnett, il n'y a aucune mention de son fils dans Halloween Résurrection, on ne sait pas où il est passé. Bref, elle meurt au début du film, Michael Myers la retrouve dans l'hôpital, il la bute, dans une scène qui est complètement ridicule, nanardeuse au possible, mais ça encore, c'est le point fort du film. Ce qui va pas, c'est tout ce qui arrive après. Donc là, ils se sont dit, c'est les années 2000, c'est l'avènement de la télé-réalité, on va faire un film qui se passe dans la maison de Michael Myers avec des webcams, le tout qui sera retransmis sur internet en direct pour les jeunes. Voilà, donc ça c'est le pitch de Halloween Résurrection. Ça se passe dans la maison de Michael Myers avec des webcams partout. Il y a des jeunes insupportables qui vont aller dans la maison de Michael, qui vont foutre le bordel et être filmés. Et ça va finir sur Busta Rhymes, le rappeur, qui fait du kung-fu. Non, rigolez pas, c'est vrai. Pour péter la gueule de Michael Myers. Et alors le pire du pire, parce que si ça s'arrêtait là encore, déjà c'était catastrophique, c'était mort. Hein. Mais Michael pousse un espèce de cri d'outre-tombe à la fin, quand il se prend le kick final de Busta Rhymes dans le bide, il fait un espèce de... Oh, c'est une catastrophe. Il n'y a rien qui va. Donc c'est Rick Rosenthal qui remplit la réalisation, le réalisateur d'Halloween 2. Et je ne sais pas comment il a pu passer de Halloween 2 à ça, en termes de réa. Là, il nous a fait n'importe quoi. C'est certainement le film le plus mal réalisé de la saga, c'est une cacophonie pas possible. Y a plein de plans qui sont horribles parce qu'en fait on a vraiment des plans qualité webcam de l'époque, hein. Donc hyper flou, on voit rien, même en qualité Blu-ray on ne voit rien. C'est des coupages qui partent dans tous les sens, c'est du gros n'importe quoi, les personnages sont inintéressants. J'aime pas ce que je peux vous dire sur ce film, j'ai même pas envie d'épiloguer dessus, c'est une merde atomique. Voilà, c'est certainement le pire de la série, là c'est la Palme d'Or, je pense que là vraiment, il n'y a même pas à se poser de question, c'est le pire de la série, on peut pas dire le contraire. Je crois que dans ma critique d'Halloween Kills, j'ai dit que c'était au niveau de Résurrection. Non, faut pas déconner, là je l'ai revu, je me suis réinfligé ça avec mon frère, on a failli se suicider, quoi. Tu peux pas, quoi, tu peux pas. C'est même pas un film Halloween, c'est rien. Même le 5 à côté est bien, quoi. C'est chaud, hein. Non, très mauvais. Mais je sauve un truc de ce film, d'Halloween Résurrection, c'est la séquence d'ouverture, qui pour une raison qui m'échappe, ils n'ont pas gardé. Et c'est une séquence en Super 8 où on voit la famille de Michael Myers. En fait, c'est censé être une séquence qui se passe dans les années 60 ou peut-être début 70, où on voit la famille Myers, donc avec le père, la mère, Laurie Strode, Judith et Michael Myers, avec la musique Johnny Angel. Et je trouve que ça fonctionne du feu de Dieu, l'opening était magnifique, je sais absolument pas pourquoi ils n'ont pas gardé cette séquence, et si vous connaissez bien Padawam, vous savez que j'ai fait une référence à cette séquence dans une certaine vidéo il y a très longtemps. Bref, ça sera tout pour Halloween Résurrection, ça sert à rien d'épiloguer, c'est de la merde. Donc ensuite on va enchaîner avec le remake de Rob Zombie. Halloween, sorti en 2007, donc là c'est les Weinstein à la production avec Malek Akkad, il me semble, le fils de Mustafa Akkad. Est-ce qu'il y a Malek Akkad sur ce film? Je sais plus. En tout cas c'est les Weinstein qui produisent. Donc Mustafa Akkad était décédé, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en 2005 dans un attentat à Al-Qaïda.
Alors ce film, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver en Blu-ray. Je sais pas s'il est sorti chez nous en Blu-ray pour tout vous dire, je sais qu'il est sorti en DVD à une époque. En Blu-ray, je ne l'ai jamais trouvé, et je n'ai absolument jamais vu cette version Director's Cut en Blu-ray chez nous. Donc j'ai dû la commander sur eBay là, dans une version allemande. Si vous cherchez comment la version Director's Cut en Blu-ray, prenez cette édition allemande. Malheureusement, il n'y a pas de sous-titres en anglais ni en français. C'est sous-titres allemand ou rien. Moi j'ai mis en anglais sans sous-titres. Donc Halloween, Rob Zombie. Ce film, je l'ai vu à la sortie, au cinéma en 2007, avec mon prof de sport de l'époque qui m'entraînait. Je suis sorti de la salle très énervé, mon prof de sport avait beaucoup aimé, et moi j'avais trouvé ça à l'époque inintéressant. Pour tout vous dire, je l'avais trouvé nul à chier. Et étonnamment, je suis revenu sur ce film, mais pas à cause du premier film. Je suis revenu sur ce film à cause d'Halloween 2, dont je vais reparler après. Et en même temps que j'ai vu Halloween 2, j'ai également mis la main sur la version Director's Cut que j'ai beaucoup plus appréciée que la version cinéma. Et pour une raison que j'ai du mal à expliquer, plus je revois le film, plus je l'aime. En fait, je suis vraiment un gros fan du premier film de Carpenter. Je dirais pas que je suis un fan des films de zombies. En tout cas, sa filmo pour moi est catastrophique. J'aime bien sa musique, certaines de ses musiques. Mais j'aime bien ce qu'il a fait à Halloween finalement. J'ai eu du mal à m'y mettre. Vraiment, ça a pris des années pour que j'adhère. Parce qu'il a un style de réalisation qui est vraiment très bas de plafond, quoi. C'est vraiment presque le niveau zéro de la grammaire cinématographique. Les personnages sont extrêmement vulgaires. Mais il a réussi à insuffler une certaine magie, je trouve. Il y a une ambiance même dans ce premier film, parce que je parlerai du 2 après, qui est pour moi bien meilleur. Mais il y a une ambiance dans ce Rob Zombie. Alors, il prend le parti d'expliquer la genèse de Michael Myers, en fait. Comment Michael Myers en est venu à tuer. Et ça, c'est une question, je pense, qui fascine énormément de gens qui s'intéressent au sujet des tueurs en série. Pendant des années, je me suis intéressé à Ted Bundy, à Charles Manson, mais surtout à Ted Bundy, et je me suis dit, c'est quoi son motif? Une réplique là-dessus, dans Scream à la fin, genre, ah, tu veux un motif, je vais te donner un motif. Oui, mais c'est important d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a motivé quelqu'un à tuer une autre personne. Comment on en arrive là, en fait? Comment on commet l'irréparable? Michael Myers, toute l'essence du personnage, c'est le mystère. Une superbe citation dans Under the Silver Lake que Flavien m'avait conseillé, qui est pas mal du tout. C'est We crave for mystery because there is none left. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer le personnage de Michael Myers? Je pense que la plupart des fans diront non. Moi, je serais d'avis dans ce cas-là, si on veut vraiment être sur ce postulat de faut rien expliquer. Dans ce cas, je pense qu'il faudrait couper deux trucs dans le John Carpenter d'origine. Le plan quand il est gosse, enfin quand on voit que c'est un gosse, et le plan à la fin quand il enlève le masque, si on veut vraiment rien montrer. Mais bon, après c'est vrai que montrer et expliquer c'est deux choses différentes. Mais moi je vais vous dire, j'aime bien ce parti pris d'avoir essayé d'expliquer la psychologie du personnage, expliquer comment il en est arrivé là. Donc là on retrouve un Michael Myers dans un environnement familial dysfonctionnel au possible. Il y a un qui va, le père, c'est même pas son père, c'est un père adoptif. On comprend qu'il y en a eu plusieurs. On comprend que sa mère, en fait, qui est stripteaseuse, elle a enchaîné les mecs depuis la mort de son père, et donc là elle est tombée sur mais le beauf ultime du fin fond des États-Unis. On sait même pas pourquoi elle reste avec. En plus le mec est à moitié handicapé. Ça crie tout le temps dans la baraque. Bref, il a une enfance compliquée. Au collège on se fout de sa gueule, c'est la risée. Donc, on essaie de nous faire comprendre, voilà, ce qui a pu un peu trigger ce petit garçon, voilà pourquoi il a pu commencer à vouloir tuer des gens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si ça s'arrêtait là, je dirais c'est un peu faible, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même les scènes avec Malcolm McDowell, qui est vraiment, moi, c'est mon acteur préféré dans ces deux films de zombies. Donc il succède à Donald Pleasance en Sam Loomis, et vraiment je le trouve génial dans ces deux films, surtout dans le 2, encore une fois, je vais y revenir, mais parce qu'il joue un Sam Loomis, mais en mode rockstar, en mode je m'en bats les steaks, qui à la fois imbue de sa personne, et à la fois on sent qu'il a vraiment envie de se racheter par rapport à son patient. On sent qu'il s'en veut terriblement d'avoir échoué, de ne pas avoir réussi à le comprendre, de ne pas avoir réussi à le faire changer, et je trouve qu'il se passe quelque chose. J'aime bien les choix musicaux de Rob Zombie dans ce film. Donc c'est Tyler Bates qui a fait la musique, qui est pas mal. Bon, il a orchestré des thèmes de Carpenter dans une version un peu plus hard, un peu plus métal. Ça passe, c'est pas mal, c'est pas non plus génial. Mais j'aime bien les choix de Rob Zombie, les musiques
dans l'hôpital psychiatrique. À un moment donné, il passe Air de Bach. J'aime beaucoup ce choix. J'aime beaucoup Cheryl Moon Zombie dans le rôle de la mère de Michael. Je trouve qu'elle est extrêmement touchante. On sent vraiment une femme extrêmement fragile, qui doit tenir toute la baraque en fait, qui s'occupe des gosses, qui reste tout le temps gentille avec toutes ses gosses, alors que la grande sœur est insupportable. Le gamin, on sent qu'il y a un gros problème parce qu'il tue des animaux. Son mari, c'est un connard pas possible. Mais elle reste calme, elle reste centered. Et on sent qu'elle aime vraiment Michael, quoi. On sent qu'elle a vraiment envie de protéger son enfant. L'actrice est magnifique, elle a des très belles expressions de visage. Il se passe quelque chose, voilà. Et je trouve que toute la première moitié du film, plus on le revoit, plus je trouve que l'empathie, elle passe. C'était pas évident du tout au début pour moi, mais je trouve qu'il y a un truc qui passe. Et après, il y a la deuxième partie du film. Je vais refaire un petit cut et on reprend. Donc la deuxième partie du film, elle est beaucoup moins intéressante, malheureusement, que la première partie. Je pense que Rob Zombie aurait dû faire l'intégralité de son film sur l'enfance de Michael Myers. Ça aurait été plus prenant, quitte ensuite à embrayer sur le côté remake. Mais là, faire un film d'1h40, 2h, sur l'enfance, puis un remake intégral du film de Carpenter, parce qu'en fait, il remake 1h30 de Carpenter, mais en 1 heure. Donc ça va très très vite. Les personnages sont moins attachants que dans l'original, à la fois parce que les acteurs sont moins bien castés, je trouve. On n'a pas un équivalent à Jamie Lee Curtis. Hein. J'oublie tout le temps le nom de l'actrice qui campe Laurie Strode dans Les Zombies, c'est Scoot Taylor, je sais plus quoi. Elle est pas mauvaise, hein, mais je la trouve pas aussi forte que Jamie Lee Curtis. Pareil pour le reste du casting, mais c'est aussi leur façon de parler, c'est un tout. Hein. C'est aussi la façon de shooter le zombie qui est... C'est quand même des fois du grand n'importe quoi, il te fait des plans dans tous les sens, il n'y a pas d'esthétique, il n'y a pas de stylisation. Il a du mal à mettre de l'ambiance lui aussi, comme malheureusement beaucoup trop de réalisateurs dans cette époque, c'est beaucoup trop rapide. Mais autant voilà, dans la première partie du film, au moins on a de l'inédit, autant dans la deuxième, j'ai l'impression de voir du sous Carpenter, quoi. C'est dommage. Par contre, il y a un côté violent que j'aime bien. Mais ça passe vraiment par le choix de l'acteur. Alors là, pour le coup, c'est un choix de casting exceptionnel. C'est Tyler Mane, celui qui campe Michael Myers. C'est un géant qui fait plus de 2 mètres, hyper costaud. Il en impose en Michael Myers, vous voyez. Contrairement là, au dernier film où c'est un espèce de vieux papy qui est censé avoir une force surnaturelle, là, on croit vraiment à la force de Michael Myers dans les films de zombies. Et donc les films, le 1 et le 2 sont sans concession. C'est extrêmement violent. C'est pas si gore que ça. C'est gore, mais c'est pas si gore que ça, je trouve. Bon, dans la version Director's Cut, par contre, il y a une scène qui est assez chaude. Psychologiquement, c'est à un moment donné, t'as Michael qui est encore en prison. Et là, t'as 2 gardes qui viennent et qui vont violer une nana devant ses yeux. Après, ils veulent les buter. Enfin bref, une horreur. Je crois qu'il bute il bute la meuf aussi. Une horreur. Il bute même son gardien qui était sympa avec lui, quoi. Bref, enfin, c'est un Michael Myers qui est sans concession, qui est hyper violent. Ça, j'aime bien. J'aime bien le traitement sur le perso. Surtout, voilà, ça contrebalance bien avec le visage un peu innocent de l'acteur en première partie de film. J'aime beaucoup l'acteur, j'ai oublié son nom lui aussi, le blond là. Il a un visage un peu particulier, mais je trouve qu'il fait un bon travail. Il est un peu inquiétant. En même temps, il fait angélique, il fait tout mignon. J'aime beaucoup. Mais ouais, je trouve que la partie remake va 10 fois trop vite. On perd l'ambiance du film de Carpenter. Puis le film n'arrive jamais à se détacher complètement de l'original, quoi. On sent vraiment que les Weinstein ont insisté pour que ça soit un remake, limite parfois plan par plan, en tout cas scène par scène. On retrouve quasiment tout. Même à un moment donné où Michael Myers va planter un mec sur un mur et il va tourner un peu la tête comme ça. C'est extrêmement référentiel. On retrouve même le Michael là qui va se déguiser en fantôme, on retrouve tout. Mais en moins bien, voilà. Donc j'en étais ressorti énervé, mais plus le temps passe, plus je le revois avec plaisir. Et en fait, il est aidé parce qu'il y a la suite qui atomise le premier. Donc maintenant, je vais vous parler d'Halloween 2. Alors ça, je l'avais acheté en Blu-ray à l'époque. Hein. Je crois que j'avais acheté ça en 2010. Je crois pas que je l'avais vu au cinéma, celui-là, je sais plus. J'ai un doute. En tout cas, j'avais acheté le Blu-ray direct. Et il y a la version Director's Cut, hein. Je vous conseille vraiment de voir la version Director's Cut de ce film, et non pas la version théâtre, enfin cinéma. Parce que je vois ce film d'une certaine façon, et ma vision de ce film, on ne la comprend que si on voit la version Director's Cut.
Mais d'abord, bon, pour représenter un petit peu le projet, donc ce film est sorti en 2009, il me semble. Je sais plus si c'est 2008 ou 2009. Donc, je dois retenir tellement de noms, tellement de dates. En tout cas, il est sorti très peu de temps après le premier Rob Zombie. Et ce qui s'est passé, c'est une histoire d'entourloupe, c'est que Rob Zombie avait signé pour 2 films avec les Weinstein. Et dans sa tête, il allait faire Halloween et un projet qui s'appelait T-Rex, que moi j'attendais à l'époque personnellement. Et finalement, ils l'ont arnaqué, c'est qu'ils lui ont dit non, on veut pas de ton film, on veut que tu fasses Halloween 2 maintenant. Parce que le premier avait vraiment cartonné, le remake a cartonné, super bien marché, donc ils lui ont commandé de faire la suite. Au début, il voulait pas, il avait dit partout en interview qu'il voudrait pas le faire. Alors, je me rappelle, j'avais lu des interviews, il a dit non, Michael Myers c'est mort dans mon film, il y aura jamais de suite, c'est terminé, s'ils font une suite, c'est des connards qui ont rien compris. Bon, finalement, 2 ans plus tard, il fait la suite. Mais ce qui est intéressant, et il faut voir la version de Director's Cut pour le comprendre, c'est que pour moi, Michael est vraiment mort. C'est-à-dire que ma vision d'Halloween 2 de Rob Zombie, et ça il l'a jamais expliqué en interview, ça aussi je trouve que c'est intéressant, il a jamais expliqué vraiment sa note d'intention avec ce film. Il a dit plusieurs fois qu'il était fier de ce film, mais il a jamais vraiment expliqué le sens qu'il donnait à ce film. Et pour moi, c'est Laurie Strode qui tue tout au long du film, et je vais vous le justifier. Donc si vous regardez la version Director's Cut, vous voyez que bon, ça reprend exactement là où le premier s'était terminé, avec Brad Dourif. Ah oui, j'ai été méchant avec le casting du premier, parce que j'ai oublié de dire qu'il y avait quand même Danielle Harris, la petite fille Jamie, dans les 4 et 5, qui revient, mais là elle est grande maintenant, elle est adulte, qui est bien dans ces 2 films. Et il y a Brad Dourif surtout, la voix de Chucky, qui joue le shérif. Donc bref, voilà, le 2 reprend exactement là où s'était terminé le premier. Et très vite, ça va déraper. C'est-à-dire que le corps de Michael, donc il s'est pris quand même une balle dans la tête. Hein. Laurie Strode lui a mis une balle dans la tête à la fin du premier film. Loomis s'était laissé pour mort, mais finalement, on croit qu'il va survivre, on comprend qu'il va survivre. Et le corps de Michael est transporté dans un camion. Manque de bol, le camion va s'abîmer sur une vache. Voilà, il y a un camion qui va percuter une vache. Michael, du coup, va ressortir, il est encore vivant. Et là, en tant que spectateur, tu sais, tu te dis, c'est quand même chelou, il s'est pris une balle dans le premier film dans la tête. Hein. Et là, il se relève. Il y a un camion qui fonce sur une vache, et là, c'est à ce moment-là qu'il se réveille, quoi. Ça lui suffisait pas une balle dans la tête. Ce qui le réveille, ce qui le ramène à la vie, c'est que le camion se prenne une vache. Ok. Tu te dis quand même, c'est bizarre. Et après, t'as Laurie qui se réveille dans l'hôpital. Là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a un écran de télévision avec un clip en noir et blanc qui va passer tout au long de cette séquence. Et là, donc tu vois Laurie Strode dans l'hôpital, il y a une scène où on la recoute partout, elle a pris cher, et Michael va se repointer dans l'hôpital. Et là, tu te dis, attends, mais on l'a vu juste avant en train de percuter une vache alors qu'il était dans un camion. Comment il s'est TP dans l'hôpital où est Laurie Strode? Comment il l'a retrouvé aussi vite? Mais tu te dis, pourquoi pas? Et la scène se poursuit, et finalement, il s'avère que pendant 1 quart d'heure, 20 minutes, Laurie faisait un cauchemar. Et l'intrigue se déroule 2 ans après le premier film. Et du coup, en fait, si vous revoyez bien cette longue séquence d'intro, mon postulat, ce que je pense qu'a voulu faire Rob Zombie, c'est que depuis le tout début du film, tout était un cauchemar. Donc pas seulement la scène à l'hôpital, qui est clairement un cauchemar, ça c'est clairement communiqué, mais également la scène avec le camion et la vache, c'est un cauchemar, et même ce qu'on te donne comme continuité directe du premier film, je pense que c'était aussi une scène de cauchemar. Bref, ça s'arrête pas là. Il y a plusieurs moments dans le film où Laurie Strode hallucine. Et on revoit, en fait, Rob Zombie refait tel quel certains plans du premier film, notamment lors de la première moitié du premier film, où Michael commettait ses meurtres. Vous savez, quand il tuait le père, il l'égorge, vous savez, il l'attachait autour de son canapé, il l'égorge. Bah, il y a une scène où Laurie hallucine qu'elle attache Danielle Harris et qu'elle lui coupe la gorge avec exactement les mêmes plans de caméra, elle utilise le même masque que Michael dans le premier. Et ça, c'est des séquences fantasmées, hallucinées. Mais on sent qu'elle a envie de la buter. Et elle lutte très dur pour repousser cette envie. On se dit, putain, mais elle a vraiment un problème. Tout au long du film, elle va voir sa psy, interprétée par Margot Kidder, qui jouait Lois Lane, rappelez-vous, dans Superman 1 et 2. Et
Arrive donc du coup la fin du film, alors qui a été entrecoupée quand même de plusieurs scènes où on voit Michael, mais à chaque fois qu'on voit Michael, pratiquement, il est accompagné par un cheval blanc et sa mère, et même une version enfant de lui. Donc c'est des scènes surnaturelles, il y a une très belle imagerie, j'adore la photo dans ce film. Et toutes ces scènes avec Michael paraissent pas réelles, en plus il a quasiment jamais son masque, il est en mode clodo. Mais bref, arrive la fin du film, où tu as eu plusieurs séquences d'hallucinations, où Laurie rêvait de buter ses potes et tout. Et oui, il y a une séquence aussi, enfin si vous regardez bien, la plupart des victimes dans ce film sont des proches de Laurie Strode. Et pourquoi, on n'en saura jamais rien. Il y a notamment la scène de la fête vers la fin du film. La seule victime lors de cette fête, c'est une des amies proches de Laurie Strode. Ça aurait pu être n'importe qui dans cette fête, mais c'est une des amies proches de Laurie Strode. Bref, arrive la fin du film, où Laurie, Michael et même Dr. Loomis vont se retrouver dans une espèce de cabane, et ils vont être encerclés par les flics. Et là, il se passe un truc extrêmement bizarre, c'est que il y a pas seulement Michael et Laurie dans cette maison, il y a également la vision de la mère, du cheval blanc, du gosse. Et là, il y a Sam Loomis qui arrive. Et il dit à Laurie, non, mais arrête d'halluciner et tout. Donc là, tu t'es dit, ah, du coup, elle hallucinait. Du coup, ok, donc Michael est vraiment bien présent et elle est schizophrène. On peut se dire ça. Sauf que ce qui se passe après, c'est que Michael va sortir pour trucider Sam Loomis. Il lui dit die, donc là il y a Michael qui parle. Et après Laurie va sortir, une fois que là Sam Loomis est censé être vraiment définitivement mort. Elle va sortir et elle va s'approcher de Loomis et elle va vouloir essayer de le buter. Et à ce moment-là elle se fait tirer dessus. Et là elle se fait tirer dessus plusieurs fois, elle est censée être morte. Sauf que ultime plan du film, c'est un très long plan avec une très belle reprise de Love Hurts que j'avais utilisée dans la rétrospective Ted Bundy, où on voit Laurie Strode dans un hôpital psychiatrique. Et le sourire qu'elle fait à la fin, c'est exactement le sourire de son frère Michael. Enfin, on sent qu'elle est possédée par une entité maléfique. Et je pense que voilà, tout ça s'est construit comme ça dans la suite pour te dire, en fait, le tueur, c'était pas Michael, c'était Laurie. Alors c'est fait de façon très subtile, très surnaturelle, très imagée. Mais je vous demande de regarder le film avec cette vision en tête. Dites-vous que c'est Laurie qui tue dans le film et non pas Michael Myers. J'aimerais bien un jour que Rob Zombie dise vraiment ce qu'il voulait faire, parce que je vois pas sinon pourquoi il aurait repris exactement des plans du premier film. Je ne vois pas pourquoi il aurait passé un quart d'heure, 20 minutes à nous mener en bateau au début en mettant une longue scène de cauchemar. Et je vois pas pourquoi à la fin Laurie Strode dans son director's cut se prend plusieurs balles pour au final survivre comme si de rien n'était dans un hôpital psychiatrique. Pour moi ça n'a pas de sens. Bref, à méditer. En tout cas c'est un film que je trouve extrêmement sympa. Il part dans tous les sens, c'est clairement pas ce que le public attendait, j'imagine à l'époque, moi non plus. Je m'attendais pas à ça, moi je m'attendais à une suite lambda à la con, où Michael revient comme d'habitude avec un prétexte à la con. Non, là je trouve que c'est beaucoup plus subtil que ça, il y a beaucoup d'éléments surnaturels que j'aime bien. Alors là ouais, Malcolm McDowell en Loomis, en mode rockstar, qui en a plus rien à foutre, qui est devenu hyper cynique, qui est imbu de sa personne, et encore une fois, imbu de sa personne, mais qui veut se racheter à la fin du film. Vous voyez, à la fin, il dit « Non, mais laissez-moi gérer, je vous le dois, chérie, je vous le dois. Faut que je me rattrape. » Et il est prêt à se sacrifier pour rattraper ses péchés, on va dire, entre guillemets. Donc je trouve ça intéressant. Puis ouais, vraiment, toutes ces scènes, il me fait mourir de rire. Je trouve même qu'il n'est pas assez présent dans le film. J'aime beaucoup le score, encore une fois, de Tyler Bates. Tyler Mane, toujours mortel en Michael Myers. Putain d'ambiance. Hyper violent, hyper brutal, sans concession. Et ouais, non, vraiment... là, pour le coup, autant les performances de Daniel Harris que de Scoot Taylor, je sais plus quoi, là, qui joue Laurie Strode, sont très très bonnes. C'est un film sans aucune concession, que je vous invite vraiment à revoir. Pour moi, c'est un des meilleurs films de la série. Je le mets, je le mets vraiment dans les meilleurs. Pour moi, Halloween 2 de Rob Zombie, je le mets pas au niveau du premier de Carpenter, évidemment, mais je le mets facilement au niveau du 2 et du 4, voire même au-dessus. Limite, ça serait mon deuxième préféré après le premier Halloween. Voilà. Bon, j'espère que j'étais assez clair dans mon explication, désolé si c'est un peu confus. Et on va terminer en parlant une bonne fois pour toutes, et une dernière fois, de Halloween 2018 et Halloween Kills. Donc Halloween 2 de Rob Zombie a été un échec, il me semble. Autant le premier avait cartonné, autant le 2, autant du point de vue critique que des spectateurs, ça n'a pas été bon. Il devait y avoir un Halloween 3,
par des Français, mais ça a été annulé. Bref, à ma très grande surprise, je sais plus si c'était en 2016 ou en 2017, on nous annonce un nouveau Halloween avec Jamie Lee Curtis, et là je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Au début, quand je vois la news, je me suis dit, ok, donc ils vont faire une suite à Halloween 20 ans après, et annuler Halloween Résurrection. Et je m'étais dit, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, non, je lis le truc, et pas seulement ça annule Halloween 20 ans après, ça annule aussi Halloween 2. Et je me dis, ah oui, donc du coup, ils se débarrassent de la relation frère-sœur entre Michael et Laurie. Et quand je vois ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et puis, Jamie Lee Curtis, je me dis, bon, attends, elle commence à être vieille, là, ça commence à être chaud. Nous refaire le coup d'Halloween 20 ans après, en faisant un Halloween 40 ans après, surtout après les remakes de zombies, c'est chaud. Là, c'est vraiment, ça sent l'exploitation. Tu peux pas faire plus. Je sais pas s'il y a une autre saga de cinéma. Est-ce qu'il y a un autre exemple en film qui a fait autant de retcon, qui est revenu autant de fois piétiner ce qui a été fait par le passé? Parce que là, c'est vraiment... Rendez-vous compte, en gros. Soit vous avez Halloween, Halloween 2, Halloween 4, Halloween 5, Halloween 6, soit vous avez Halloween, Halloween 2, Halloween 20 ans après, et éventuellement Halloween Résurrection, mais on va dire ça compte pas, soit vous avez Halloween, Halloween 2018, Halloween Kills. Donc ça veut dire qu'il y a 3 timelines différentes pour le même point de départ. Je trouve ça hallucinant. Bref, je suis quand même allé le voir comme un pigeon, parce que tous les Halloween, il faut que je les voie. Et évidemment, j'irai voir le prochain Halloween Ends. Je suis un fan du personnage. Et j'y vais, mais je me suis dit... Ça sent pas bon, cette histoire. Bref, en 2018, je vais le voir au cinéma. J'en étais ressorti furieux, j'avais trouvé ça nul à chier. Et là, du coup, dans le cadre de cette rétrospective, j'ai acheté le Blu-ray 4K, que j'ai trouvé pas cher. J'ai redonné une chance, et alors peut-être que c'est à cause d'Halloween Kills que j'ai trouvé en dessous de tout, mais Halloween 2018, je l'ai trouvé moins pire que dans mes souvenirs à la sortie du cinéma. C'est mauvais, mais c'est pas si mauvais que ça. Disons que vraiment le dernier Halloween Kills, et je crois qu'en fait là je vais faire une double critique en même temps, parce que bon, j'ai parlé d'Halloween Kills pendant au moins 40 minutes, hein, je crois, donc je vais pas vous redonner tous mes arguments, mais c'est marrant parce que dans le 2018, je m'étais pas rendu compte. Je disais que dans le Kills, il y avait un couple de black avec la nana qui est le docteur et le mari c'est l'infirmière, et en fait on les voit furtivement dans le 2018, hein, comme quoi David Gordon Green avait de la suite dans les idées. J'avais pas du tout fait gaffe, il y a un petit plan où on les voit, d'ailleurs c'est lors d'un plan séquence au début du film, enfin vers le début du film. Les gamins qui font référence à Halloween 3, bon, on les voit en fait dans la version 2018, j'avais complètement zappé parce que c'était assez furtif. Donc mine de rien, en fait, il a quand même essayé de faire un truc assez cohérent. Mais le problème, en fait, que j'ai définitivement, les problèmes, sa réalisation, c'est-à-dire qu'à aucun moment on retrouve de l'ambiance, c'est trop cut, les plans sont trop courts, il n'y a jamais de moment où on installe l'ambiance, pourtant il y a un petit boulot de John Carpenter et Cody Carpenter. Il y a quelques thèmes que je trouve sympas vraiment dans ce Halloween 2018, et même dans le Kills, hein, il y a quelques thèmes qui sont pas mal, dans les nouveaux thèmes je parle pas évidemment des thèmes qu'il y a à l'hôpital dans le Kills. Hein. Mais il y a des thèmes pas mal, mais putain, l'AREA n'est jamais au service du son, le son n'est jamais au service de l'AREA, il n'y a pas ce travail, cette alchimie, cette symbiose qu'il y a dans le premier film, ce que je vous ai expliqué au début de la rétrospective. Puis je trouve que les personnages sont d'une débilité, mais là c'est... Ouais, autant dans le Kills que le 2018, il y a des persos complètement cons. Le psy qui est fasciné par Michael Myers, qui est le digne héritier de Loomis. J'avais complètement oublié qu'il essayait de buter le shérif dans la version 2018, quoi. À un moment donné, il y a Michael Myers qui est à terre, le shérif il s'apprête à achever Michael Myers, et du coup t'as le psy qui plante un truc dans le cou du shérif, quoi, pour protéger son patient, puis après il va trimballer le corps dans la bagnole, il va mettre le masque de Michael, genre en mode « Oh putain, c'est ça que ça fait tuer !» Et puis après il se fait écrabouiller comme une merde par Michael, sans surprise, enfin c'est n'importe quoi. Le journaliste du début aussi con comme un balai, et puis quand il agite le masque, en fait tout ce délire autour du masque qu'on agite, vous voyez, comme si on agitait une espèce de figurine. Genre, oh, regarde, Michael, c'est ton masque, tu l'as reconnu, c'est ton masque, va le chercher. Enfin, c'est ridicule. Par contre, Jamie Lee Curtis, je l'ai trouvée moins mauvaise que lors de ma séance 2018. En revoyant le film, je me suis dit, ah, ça va. Elle a fourni un effort. En fait, ce qui est dommage, c'est la réa, quoi. Parce qu'il y avait un petit boulot, il y a des bonnes idées. Le côté de la nana qui s'est fait une baraque, là, avec tout un système de sécurité, avec tous ses guns dans la cave.
je trouve que c'est pas assez mis en valeur par la mise en scène. Il y a eu un boulot sur cette baraque, sur la déco, mais c'est pas assez mis en valeur, ça prend pas assez son temps, il n'y a pas assez de scènes entre Karen et Laurie Strode, on sent pas assez leur complicité, pareil pour Allison, donc Karen c'est la fille de Laurie Strode, Allison c'est la fille de Karen, donc la petite fille de Laurie Strode, il n'y a pas assez d'interaction de tous ces personnages, ça va pas assez loin. Moi je pense qu'il aurait dû y avoir au moins 15-20 minutes de flashback en ouverture du film, où on nous montre la jeunesse de Karen avec sa mère, qu'ils auraient peut-être rajeuni numériquement, pour nous montrer à quel point elle était parano, pour nous montrer un petit peu la cave. Vous voyez, comme ça, il y a eu un truc, tout au long du film, on se serait attendu à ce qu'elle revienne dans la cave à la fin du film. Ça, c'est pas assez exploité, c'est pas assez mis en valeur, mais c'est une des bonnes idées du film, je trouve. Le casting est mauvais, je trouve que Karen, donc la fille de Laurie Strode, est très mal castée, elle dégage rien. On dirait un espèce de clone là, mais comment s'appelait l'actrice qui jouait dans Nip Tuck là? Je sais plus. Je sais plus. Elle lui ressemble néanmoins bien. Celle qui joue la petite fille Allison, je la trouve très mal castée, pas photogénique, nul à chier. Celui qui joue son copain, je le trouve infernal. Globalement, tout le casting, quasiment tout, je le trouve à chier. Les journalistes au début sont nuls. La réa, je la trouve mauvaise. Il y a des efforts en fait dans la réa, mais globalement, je trouve qu'elle se tient pas. Le découpage est mauvais. Par contre, il y a des beaux plans. Il y a des beaux plans, c'est juste que la réa, elle est pas fonctionnelle, elle met jamais d'ambiance. Elle est moins pire que dans le Kills. Dans le Kills, en fait, David Gordon Green a fait l'effort d'être moins bon que sur le film précédent. Là où il aurait dû se faire ses armes, il a fait un moins bon film avec Kills. C'est incompréhensible. Non, sinon je trouve que ouais, le personnage de Michael Myers est vraiment ultra respecté. Finalement, c'est la seule fois où on retrouve un peu la démarche qu'il a dans le premier. Il y a un vrai respect du masque, il y a un travail sur le masque, sur le vieillissement du masque, sur la façon dont il se pose sur le visage, sur le fait qu'il soit jamais exactement pareil d'un plan à un autre. On retrouve vraiment The Shape, quoi, l'aspect mystérieux, ce qu'on peut pas exactement dessiner ni définir. C'est intéressant. Il y a un respect sur le personnage, mais non, le film, si c'était pour faire ça, enfin, autant pas le faire. Pour moi, autant pas le faire. Je trouve qu'Halloween 2 est une suite qui se tient beaucoup mieux, pareil pour Halloween 4. Même, j'ai envie de dire, même 20 ans après, et peut-être mieux qu'Halloween 2018 et Halloween Kills. C'est dommage, parce qu'il y a vraiment quelques bonnes idées. Non, vraiment, j'aime bien l'idée de la Laurie Strode ultra badass, qui a sa maison, son fort, quoi. Elle a un château, la nana, quoi. Je crois qu'elle a trop vieilli aussi, Jamie Lee Curtis. Ça aurait été bien qu'il fasse ce film, allez, en 2012, quoi. C'était la dernière période, je pense, où ça pouvait encore passer, mais là, putain, elle a vraiment pris cher. Puis dans la suite, on la voit quasiment plus. Bon, on la verra plus dans Halloween Ends, j'imagine, qui sera la confrontation finale entre Michael Myers et Laurie Strode. Mais vous voyez, moi, il y avait un truc que j'aimais bien dans les comics. Ils ont fait une série de comics qui s'appelle Chaos Comics, que je vous invite à lire, c'est pas très long à lire, et c'est plutôt sympa. Dans le 3e volume qui s'appelle The Devil's Eyes, qui fait suite à Halloween 20 ans après, on retrouve le personnage de Tommy Doyle, et je sais plus quelle autre survivante du premier film, et à la fin, le twist, parce qu'ils vont se faire poursuivre par Michael Myers, et à la fin du comics, on apprend qu'en fait, sous le masque, c'était Laurie Strode qui a complètement pété un plomb après qu'elle ait décapité Michael Myers dans 20 ans après. Ça l'a rendu complètement cinglé, et en fait, l'absence de Michael Myers, le fait qu'il n'y ait plus de Michael Myers, ça fait qu'elle n'a pas réussi à retrouver sa santé mentale, et du coup, pour combler son absence, elle est devenue elle-même Michael Myers. Et j'aime bien cette idée. Je pense qu'en fait, ils auraient dû partir sur cette idée avec Halloween 2018, plutôt que de partir sur une espèce d'ersatz du 20 ans après, mais avec une héroïne plus badass, qui est mieux préparée, mais beaucoup moins crédible, je trouve, physiquement à l'écran, quoi. Elle était bien dans 20 ans après. Là, dans 40 ans après, elle joue encore bien, mais elle a vraiment vieilli, puis c'est vraiment pas servi par la réa. L'ambiance n'est pas là. C'est très inégal. Mais alors le Kills, pareil, je l'ai revu. Oh putain, mais c'est... Alors, vraiment, je le regarde plus jamais. Plus jamais. Peut-être je prendrai quand même le Blu-ray pour voir les bonus. Puis peut-être s'il y a peut-être 2-3 scènes que je vais remater. J'aime bien la séquence du flashback. J'aime bien la séquence dans l'incendie de la baraque. Il y a 2-3 séquences que j'aime bien. Mais le film, je l'ai rematé avec Marco, là. On était mort de rire quand il m'a dit « Mais c'est une blague, ce film, c'est une parodie. » Il m'a dit « Tu m'as pas mis le bon film ?» J'ai dit « Si je te jure, c'est vraiment le film. »
On dirait South Park, même lui me l'a dit, c'est les personnages, on n'y croit pas, ils sont tous plus cons les uns que les autres, ils se font tous dessouder comme des crétins, puis vraiment, le clou du spectacle, c'est à la fin. Ils auraient dû venir avec des guns, les mecs avec des battes de baseball, ils se font tous trucider, enfin, c'est d'une connerie monumentale, c'est beaucoup trop gore pour rien, il n'y a pas d'ambiance, on n'a jamais peur, quoi, ça prend jamais aux tripes. Le dernier, pour moi, c'est un ratage cosmique, c'est vraiment con, hein. Parce que le 2018, il a plein de défauts, je l'aime pas ce film. Il y a des petits trucs à sauver, mais c'est pas un bon film. Mais il y avait quelques trucs à sauver, alors que là, putain, c'est chaud. J'irai quand même voir Halloween Ends, les mecs, je suis un pigeon. Mais que dire en conclusion sur cette saga Halloween? Une saga qui est remplie de films, quand même, on va le dire, hein, allant de l'excellent comme le premier film, au très médiocre, voire nul à chier comme Résurrection, Halloween 5 et Halloween Kills. Mon classement définitif, je vais vous le donner. Allez, on va essayer de faire ça pour la fin. Bon, je pense que sans surprise, vous l'aurez compris. En 1, je mets bien évidemment le chef-d'œuvre de Carpenter, le premier. Putain, je crois que j'ai été trop ambitieux là, attendez. C'est quoi ça? Oui, c'est mes clopes. Donc évidemment, hein, le chef-d'œuvre de Carpenter. En numéro 2... En numéro 2, ça se joue pour moi entre Halloween 4, Halloween 2. Ouais, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je vous fais un classement? Enfin, c'est dur de les départager. Je vais quand même mettre le 4 avant le 2, allez. Donc, en 1, je mets le premier. En 2, je mets le 4. En 3, je mets le 2. Ça n'a plus aucun sens ce que je suis en train de raconter. Vous allez rien comprendre. Je mets ex aequo en 3. Halloween 2 Drop Zombie, voilà, vous avez compris, on va essayer de suivre. Ensuite, je vous mets quoi? Oh, je sais plus, après il reste plus grand chose. Hein. Oh là 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 là, je me retrouve avec plein de merde là. J'ai plein de merde. Allez, je vous mets le Halloween de Rob Zombie, le premier en 4, le remake. Puis au fond du panier, les mecs. Bon, en 5, je vais mettre Halloween 20 ans après. Allez, il y a quand même des trucs à sauver, ça va. En 6, je vais mettre Halloween 6 pour le souvenir. Puis pour le numéro, c'est plus simple à retenir pour vous. Puis vraiment, ouais, au fin fond des shots. Allez, en 7, je vais mettre Halloween 2018. Et puis vraiment, ouais, au fin fond des shots, je mets Halloween 3 qui devrait même pas compter. Et Halloween Kills. J'espère n'en avoir oublié aucun. Halloween Résurrection, je sais pas si j'en ai parlé, moi celui-là c'est tout au fond, vous avez compris. Bref. Donc voilà, une saga qui est quand même, globalement, on va se le dire, très médiocre. Je trouve que la saga de Chucky se tient beaucoup mieux, mais même la saga de Jason. Hein. Je trouve que les vendredis 13, au moins, il y a des épisodes où tu te marres vraiment, quoi. Vous prenez le 6, le 7, le 8, le 9, même le 10, les Jason, ils sont drôles. Tu te marres, tu te fends la gueule. Alors que là, les Halloween 5, Halloween Résurrection, Halloween 2018 et surtout le Kills, mon dieu que c'est chiant, mais même le 6, quoi. Le 6 c'est un nanar de l'espace, la version Producer's Cut, j'en parle même pas. Le 3, Innommable, Résurrection, oh putain. Non, c'est compliqué, hein. Il reste pas beaucoup de films vraiment valides. J'ai envie de dire, le seul qu'il faut vraiment voir, c'est le premier de Carpenter. Si vous l'avez toujours pas vu, c'est un manquement à votre culture cinématographique. Mais il n'est jamais trop tard pour le découvrir. Bref, je pense que la vidéo est extrêmement longue. J'ai essayé de faire le plus synthétique possible. J'espère ne pas avoir oublié trop de trucs que je voulais vous dire, parce que j'avais plein d'anecdotes, plein de mots à retenir. J'ai fait du mieux que j'ai pu, j'avais aucune note, les mecs. Mais voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon Halloween en ma compagnie. Si vous enchaînez sur un de ces films, bah écoutez, bonne séance à vous tous. Je voulais vous présenter les figurines, mais je pense que je vais juste faire des inserts, et je ferai une vidéo Members Only à part pour parler vraiment des figurines, parce que là, ça va être trop long. Merci de m'avoir suivi, messieurs, dames. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et encore une fois, joyeux Halloween. À l'année prochaine pour la saga Freddy. Ciao. Perfect.